Aquabal Prince. Merci. Je suis à la maison là. Merci d'être venu. Je sais que dans Abidjan, les gens sont busy. Ouais. Et toi, en plus, tu es notre chantre du tourisme. Tu nous représentes partout en Afrique et même en dehors. Là, j'ai vu que tu étais beaucoup là en Europe, ailleurs. Donc, merci de prendre le temps de venir parler sur le podcast d'Anka Creative Business. Donc, on veut parler du côté business du tourisme. Ouais. Tu es un grand connaisseur et malheureusement, je ne sais pas ce que toi t'en penses, je trouve qu'il y a beaucoup de chiffres qui est partagé sur le tourisme, mais très peu de business du terrain, de qu'est-ce qui est compliqué pour les gens, qu'est-ce qui fait de l'argent, qu'est-ce qui en fait pas. Je pense que les acteurs du tourisme sont jaloux de leurs chiffres, où ils ont peur que les impôts le tombent là-dessus. Aussi. Donc il y a énormément de choses que les gens n'aiment pas déclarer. Et, ça, c'est pas faux, c'est vrai. Ça c'est... Moi, je travaillais dedans. Et donc, par exemple, avant, il y avait une règle qui demandait aux hôtels de partager le taux d'occupation. Ah, sérieux, il y a ça en Côte d'Ivoire? Avant. Et donc, ça existe toujours d'ailleurs dans certains pays. Et donc je n'ai pas cité des noms d'hôtels, mais ils viendront. Ah, on était à 36% hier, on était à 70%. Pour avoir au jour le taux d'occupation moyen de la ville. Ça va, par exemple, jamais la ville est débordée. S'il faut vraiment qu'on investisse dans des infrastructures hôtelières, il faut ajouter. Vraiment voir un peu le souci. Et arrivé au moment, chaque hôtel a décidé non. Parce que ça peut être utilisé au niveau commercial. Vous dites, bon, hier, ils étaient à 46%. Ça veut dire que là, il y a eu la demande, alors que nous, on était à 80%. Donc, il y a un souci. Mais pourquoi tel hôtel est à plus que nous? Donc, restructurer ta stratégie. Donc, finalement, les gens ont arrêté de partager les taux d'occupation. Parce que la confiance, c'est compliqué là-dedans. Voilà. Même les chiffres d'affaires, tu demandes... Parce que c'est facile. À partir du taux d'occupation, tu peux calculer. Automatiquement, tu peux faire des hypothèses pour déterminer son chiffre d'affaires. Et ça, c'est intéressant. Et tu trouves que c'est des données qui auraient été utiles pour les acteurs de savoir ces taux d'occupation? Très. Moi, je pense que même pour nous, nous qui sommes des marketeurs, pour des études de marché, c'est important. Parce que pour avoir des investisseurs qui veulent venir investir dans un pays, il faut des indicateurs clés. Exactement. Parce que si le taux d'occupation moyen dans une ville comme Abidjan est de 60%, ça veut dire qu'il y a de la demande. Oui. Parce que 60% en hôtellerie, c'est énorme. C'est énorme. Ah. Pour une place... Toi, tu dirais que c'est quoi la moyenne? La moyenne, on est autour de 40-30. 40-30. Donc, quand tu commences à être dans les 50 et plus d'occupation moyenne... Oui, c'est excellent. C'est-à-dire que ton hôtel tourne. Ton hôtel, il tourne. Parce que ça sous-entend que tu as une partie des clients qui va à la concurrence, qui va dans des hôtels qui ne sont pas forcément formels, qui va dans des Airbnb. Qui est la concurrence. Malgré tout ça, tu arrives à remplir la moitié de tes... À remplir la moitié, 60%, c'est beaucoup. C'est énorme. Très bien, ça. Tu as déjà donné une première stat passionnante. Et juste avec le taux d'occupation, tu peux définir ta politique au fait tarifaire. Ah oui. Parce que si tu vends à 100 000 francs et que tu as 60%, tu te dis, bon, et si j'essayais de baisser mon prix moyen à 80 000 par exemple. À 80 000, peut-être je vais aller récupérer un delta en fait. Un delta. Parce que oui, si tu gagnes 20% alors que tu n'as diminué que de 10%, en fait, de facto, tu gagnes après. Tu gagnes après. Et donc, tu peux toujours restructurer au fait ta stratégie. D'accord. Et même donc, pour les investisseurs, on se dit, il y a une opportunité ici. Ouais. Et dans les études de marché en hôtellerie, ça permet de conseiller en fait des investisseurs dans le sens que au lieu d'aller vers un hôtel 5 étoiles parce que ce marché est saturé, on va aller sur un hôtel peut-être un peu plus économique qui va aller récupérer une part de marché qu'on perd. Juste avec un taux d'occupation. D'accord, parce que tu vois que cet hôtel-là est peut-être rempli à temps, mais ailleurs tu vois qu'il y a de l'occupation. Il y a de l'occupation. Parce que le taux d'occupation moyen d'une destination, ça prend en compte tout. C'est le nombre, si tu veux, le nombre de chambres disponibles. Oui, versus. Tu vois, versus ceux qui sont vendus, en réalité occupés. Très intéressant. Donc les États collectaient ça. Oui. Mais qui partageait ça? Qui collecte? Qui peut avoir accès à ça? Les offices de tourisme. Les offices de tourisme ont ces informations-là parce qu'on se doit de déclarer chaque jour le taux d'occupation pour des raisons sécuritaires même d'ailleurs. Oui, pour savoir combien de gens il y a qui sont combien de gens qui viennent et tout. Ouais. Donc pour les hôtels, c'est pas tous les hôtels qui le font, mais la plupart des grandes enseignes, des grandes marques le déclarent au fait à l'office du tourisme, au ministère de la Défense. Ça en fait aussi, c'est vrai. Intéressant. Non mais écoute, je suis obligé de faire un petit retour en arrière parce que les gens me reprochent souvent on ne se présente pas. Nous on se connaît. On se connaît. Mais est-ce qu'eux ils te connaissent? Donc, Prince, comment tu te présentes aujourd'hui? Comment je me présente? Franchement, T'as beaucoup de casquettes? J'ai beaucoup de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes. On va commencer d'abord de ce qui est plus corporatement correct, professionnellement correct. Donc, je suis consultant dans le marketing touristique. Très bien.
Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle casquette où j'accompagne, je suis conseiller pour des pays, pour leur stratégie touristique. Très bien, Mazel Tov, ça je savais que tu le faisais un peu, mais je sais pas que maintenant mais là, formalisé. On a formalisé ça maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes des pays. Qui sont pas demandeurs. Voilà, qui sont demandeurs de voilà. Et donc je suis professionnel du domaine tourisme. J'ai travaillé dans l'hôtellerie depuis 2015. Très bien, ouais, c'est presque 10 ans là, c'est 10 ans cette année. 10 ans, ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je fête mes 10 ans dans le domaine hôtelier, effectivement dans le tourisme. Et donc, j'ai débuté en 2015 en tant que chargeur de communication dans un groupe hôtelier africain. Oui. Ici, Azalaï. Azalaï, de voilà. Sadek, là. Très et bien. en 2015 au Mali, et j'ai fait 5 ans là-bas. Et j'ai parcouru l'Afrique grâce à eux. Tu fais combien de pays au final? Un truc qui m'intrigue d'ailleurs chez toi. Est-ce que toi, ça te fait marrer les gens qui comptent le nombre de pays dans lesquels ils ont voyagé? Je trouve que c'est un truc très Instagram. En fait, je trouve que si. On est dans une société qui consomme énormément et il y a des addicts de voyage. Il y a un vocabulaire dans le tourisme que les gens ne connaissent pas. Dis-moi. La différence entre j'ai visité un pays et je connais un pays. Parce que tu ne peux pas connaître un pays, tu ne peux pas connaître une ville. J'ai fait le Mali. Tu ne peux pas dire j'ai fait le Mali parce que tu n'as fait que Bamako, tu n'as pas fait Ségou, Sali. Voilà, j'ai visité une partie du Mali. Donc même dans le vocabulaire qu'on utilise en tant que touriste, il faut revoir ça. Et moi, quand je dis j'ai fait 30 pays, j'ai fait 30 pays africains, j'ai fait plus d'une semaine, déjà. Tu as fait plus d'une semaine dans 30 pays africains. Donc, au moins. Ça, c'est différent déjà. C'est différent de quelqu'un qui fait une escale, qui vient faire 2 jours ou un week-end. Oui, rien à voir. C'est difficile, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait plus de jours déjà pour apprécier la culture, la population, un peu l'histoire et apprendre d'aller en profondeur. Et grâce à mon parcours professionnel, d'ailleurs, donc j'ai eu à visiter ces pays-là avec un œil professionnel. Ouais. C'était pas en mode détente? Ah non, du tout. Parce que moi, en tant que j'étais en charge de la partie marketing et communication, donc tout ce qui était stratégie de communication, d'ouverture d'hôtel, il fallait que je vienne plus tôt pour faire les études, les appels d'offres, les agences de communication, mais aussi à faire une étude sociétale du pays pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'il faut mettre une stratégie de communication en place dans ces pays. Les pays ont différentes cultures, différentes manières de communiquer. Tu vois, le niveau de compréhension, par exemple, d'une publicité en Côte d'Ivoire n'est pas forcément le même dans d'autres pays sahéliens. Parce que moi, je dis pays côtiers, pays sahéliens, mais déjà, on communique différemment. Ah, intéressant. Et donc, oui. Tu vois déjà une différence. Côtier, nous, on avait des stratégies commerciales différentes, déjà. Très bien. Donc, tu dirais qu'il faut même adapter les stratégies commerciales aussi à la culture du pays. À la culture du pays. La culture. Parce que les pays sahéliens un calendrier même, je dirais, touristique un peu plus différent. Parce qu'à cause de leur fête, à cause des carèmes, des périodes creuses dans la religion musulmane, ça impacte le business, l'activité. Comparé à des pays qui n'ont pas forcément les mêmes réalités. Les mêmes réalités, voilà, en termes de saisonnalité. Saisonnalité, tu vois, voilà. Ah, super intéressant. Donc du coup, donc ça, c'est de ton passé dans le tourisme. Le tourisme. Et après ça, j'ai ouvert mon agence. Et en tant que consultant auprès des hôteliers, parce que je pense qu'apprendre auprès du groupe Azalaï, ça m'a donné vraiment, ça m'a beaucoup appris. D'accord. Ça m'a beaucoup appris. Jusqu'à maintenant, tu penses que c'est important parce que beaucoup de gens te voient juste comme un créateur de contenu lambda. C'est dommage. Non, mais c'est une image que j'essaie de casser d'ailleurs. Ah, intéressant. Ah oui, ça m'a. Je pense que le titre d'influenceur, pour moi, je le vois, c'est très péjoratif. Ah, tu trouves le mot influenceur? Ah, influenceur, dans mon cas, bien précis. Péjoratif, péjoratif dans le sens que ça réduit à de l'influence, à des photos, à de la création de contenu. Alors que je pense que moi, je suis un personnage, je vais au-delà de ça. Et je pense pas que c'est des photos qui m'ont rendu influenceur. C'est mon expertise dans le domaine qui font de moi un influenceur. Exactement, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. C'est pas parce que les gens ont regardé qu'on t'a connu, c'est parce que ce que tu connaissais a permis que les gens regardent. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai eu une situation une fois, là, j'étais allé il y avait un salon, une conférence au Festival d'investissement dans l'hôtellerie africaine et ça se tenait à Abidjan. Et j'étais avec une directrice d'un 5 étoiles à Abidjan. Elle voulait me présenter. Et ça partait d'une bonne intention. Et donc, elle dit, directeur de grands groupes hôteliers qui étaient présents, américains et autres, ah, je vous présente Prince India, c'est notre influenceur ivoirien, le plus grand influenceur. Hop là! Ça m'a moyennement construit. Sérieux? Visage parce que, non,
derrière, j'ai un bagage, j'ai beaucoup plus à apporter. Parce qu'il va. Le rapport, il pourra venir dans nos hôtels faire des photos pour promouvoir. Mais non. Mais moi, j'ai envie d'être. Déjà, de la base, faire des études de marché pour vous. Faire des projections, des business plans pour vous. Des stratégies commerciales et marketing. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Un influenceur ne va pas venir te proposer ça. Moi, j'ai autre chose, une expertise à apporter. Donc, j'aurais préféré qu'elle me présente comme un expert tourisme. Qui en plus... Qui est influent. Ah, ouais, c'est vrai. Et je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que beaucoup de gens voient, surtout dans le tourisme, je pense que ça serait violent là-bas. En fait, on voit les influenceurs comme étant pour faire très simple, comment ça s'appelle ça, des panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires, non. Panneaux publicitaires digital. En disant, ce panneau-là, beaucoup de gens le regardent. Mais ça ne dit rien sur la capacité à déterminer qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, comment il faut le mettre en avant. Exactement. Et est-ce que tu sens que les gens du tourisme ont cette sensibilité digitale? Parce que c'est un truc qui, moi, m'intrigue de très loin. Alors, ce qu'il faut que tu saches, pas beaucoup de gens savent. Mon père était celui qui a créé la première agence au Mali, ATS. Tu as sûrement dû connaître quand tu étais au Mali. C'est mon père qui était le fondateur et qui est un des administrateurs du groupe Azalaï. Donc, on va dire que je connais le tourisme d'assez loin, mais j'ai forcément toujours été impliqué dedans. Et un truc qui m'a toujours surpris, moi, c'est que j'ai toujours trouvé que, étonnamment, c'était des gens qui avaient tellement de problématiques terrain difficiles ils ont très peu de temps pour réfléchir à tu vois, le digital, à une vision globale du monde. Ce qui, je trouvais très paradoxal, parce que tout le monde les voit comme étant la porte d'entrée vers le monde. Alors qu'en fait, quand je leur parle, leurs problématiques quotidiennes sont très terrain. C'est très terrain. C'est très terrain. Et je sais pas si jamais, du coup, ça fait qu'ils ont du mal à s'intéresser au digital, ou en tout cas à le mettre au centre de leur décision initiale, de leur priorité. Je pense qu'il y a eu une période où c'était le cas, où le digital n'avait pas d'importance au fait dans la stratégie d'un hôtel. Parce qu'ils privilègent, ils viendront. Ah, c'était ça les clients viendront dans tous les cas. Parce que surtout dans l'hôtellerie, le tourisme d'affaires. Parce que dans le tourisme d'affaires, ils ont compris, il y a des codes. On veut satisfaire un client qui est là pour une période maximum de 2-3 jours. Il vient pour une conférence. Il a besoin d'une chambre avec Internet, le minimum un petit déjeuner, avec une salle de réunion. Et c'est tout. Très vrai. Donc, c'est leur vision. Et ça, par exemple, il faut faire des contrats cadres avec des entreprises. Simple. Donc, tu as un hôtel qui va signer avec un groupe, une banque, ou qui a des investisseurs, mais qui a des consultants qui voyagent. Et tu sais que ça rentre. Ça rentre. Donc, dans ta segmentation, j'ai déjà mes entreprises, j'ai déjà mes commerciaux qui vont aller négocier des contrats avec des tarifs intéressants. Donc, le digital m'apporte quoi? Et donc, il y a eu cette période où c'était vraiment comme ça. D'accord. Voilà. Après, il y a eu tout ce qui est opérateur, les sites en ligne, Expedia. Oui. Tout ce qui a eu, ça a tué le business. Ça a tué le business de beaucoup d'agences. Tu vois. Et donc là, maintenant, il fallait aussi avoir des clients de ces... comment je dis ça? De ces canaux-là, du web. Parce qu'ils voyaient que les clients en fait, passaient par là-bas. Maintenant pas. Et pas par eux. Pas par eux. Pourquoi? Parce que les entreprises, au lieu d'aller en direct avec les hôtels, elles ont eu des contrats aussi maintenant avec ces tours opérateurs-là, qui sont des agences qui s'occupent seulement de leur billetterie et de leur... comme des sortes de conciergerie. Donc maintenant, c'est un contrat tripartite. Donc tu as Booking et consorts. Voilà, Booking, parce que Booking et Airbnb sont vécus comme étant... alors, le marteau et l'enclume. Exactement. Aujourd'hui. Tu vois? Et donc, il fallait maintenant inclure cette troisième partie-là dans la stratégie. Donc, le web rentre dans le segment commercial comme un apporteur d'affaires. Voilà. Donc, et jusque-là encore, puisque ce n'est pas toi qui t'occupes de... Avant Booking, même, je crois le proposer, eux-mêmes ils font des photos, tu nous vois quelques photos et tout, mais des fois, ils s'en foutaient même. Clairement. Et donc, tu ne t'occupes pas de comment le digital... Voilà. Et après, maintenant, il y a encore eu une évolution où il fallait avoir le site web. Parce que derrière... tu peux rediriger les clients de Booking vers ton propre site web. Exactement. Donc, la stratégie hôtelière même a évolué au fur et à mesure avec le temps, jusqu'à aujourd'hui où le digital occupe peut-être 50% de part de marché en fait, dans certains groupes hôteliers. Donc aujourd'hui, le digital représente jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires, des sources de revenus. Parce que vous avez ce qu'ils appellent les contrats cadres, donc les contrats avec les entreprises. Vous avez les individuels, les walk-in, ceux qui marchent et puis les walk-in, exactement. Voilà. Ça, je connais. Et vous avez ceux qui viennent de votre site web, qui aujourd'hui prend plus même de part dans dans le panier. Dans le panier. Ça, c'est important parce que j'avoue que je n'imaginais pas que c'était jusqu'à 50% aujourd'hui. Jusqu'à 50%. Surtout dans des destinations de tourisme de loisirs, jusqu'à 50%.
Et d'affaires, un peu moins. Un peu moins d'affaires. Parce que d'affaires, ils ont encore gardé, au fait, cette... Mais parce que c'est géré par des process. Procession commerciale, c'est géré par des contrats, puisque derrière, l'entreprise va te faire... elle est agréée, donc elle pourra payer 60 jours après. Donc, c'est un peu, voilà. C'est un peu différent là-bas. C'est un peu plus différent. D'accord. Donc, ça devient capital pour quelqu'un qui est dans ce monde hôtelier de devoir en fait, prendre le digital en main parce que tu as 50% de tes gens. Et du coup, aujourd'hui, j'ai jamais réussi à comprendre les bookings et tout ça. Combien ils gagnent dans tout ça? Parce que moi, j'essaie de comprendre. Parce que je me pose toujours la question. Nous, on a remarqué que beaucoup d'hôteliers, en fait, au début, pour être très honnête, leur ennemi juré, c'est Airbnb. Ouais. Moi, j'appelle ça vraiment le marteau et l'enclume parce que tu as Airbnb qui est le marteau qui leur prend des clients et ils sont coincés dans l'enclume qui est Booking qui en fait leur amène des clients mais leur prend des commissions. Ouais. Et c'est intéressant, entre ces deux-là, aujourd'hui, j'arrive jamais à comprendre comment eux le vivent parce que Airbnb, bon, c'est des compétiteurs en chambre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui voyage dans un hôtel, c'est assez frustrant d'hôtel en Afrique, tu peux des fois même pas payer par carte. Tu peux pas payer avant de venir, tu peux pas payer sur place. Et nous, on s'est rendu compte parce qu'on a commencé à avoir de plus en plus qui viennent vers nous pour utiliser en capé. Et c'est ça où moi j'étais surpris parce que je me suis dit, mais enfin, comment des gens qui sont aussi exposés à des clients internationaux ne s'attaquent que maintenant à ce problème-là. Donc en fait, avant, ils laissaient tout à Booking, c'est ça? Oui, parce que derrière, si tu dois faire ce travail, tu dois embaucher du personnel. Ah, il y a d'autres coûts derrière. Il y a d'autres coûts derrière, les coûts humains, les coûts en matériel et tout. Donc tu te dis, bon, voilà. Et derrière, pour des hôtels qui se respectent, ils font une politique tarifaire où le web, donc les tarifs de chambre sur ces plateformes-là doivent être un peu plus attractifs pour permettre aux gens de réserver. Ouais, parce que tu as l'avantage que c'est planifié avant. C'est planifié avant. Et donc, du coup, les bookings et autres te prennent entre 15 et 20% en fonction. Mais je sais pas, c'est 15%. Bien. 15% sur les tarifs. Ouais. Et donc, dans une politique tarifaire, si vous avez un très bon directeur, ce qu'il va faire dans ta politique, il va avoir une marge pour réduire le prix en direct pour permettre aux gens de réserver directement sur le site web. Mais c'est important du coup que les directeurs d'hôtel fassent ce travail-là d'analyser. Parce qu'il y a un vrai travail du coup c'est limite du yield management. C'est vraiment du pricing. C'est pour ça qu'il y a les revenus managers en fait dans les hôtels qui se respectent. Des hôtels qui se respectent pas. C'est pas revenu manager. Revenu manager. Ah. Parce que lui, il fait que ça. Il fait que ça. Parce que, tu sais, il y a ce qu'on appelle la parité. Donc, la parité, c'est dans les tarifs, ça, c'est imposé à tous les hôtels. C'est que vous devez avoir sensiblement les mêmes prix sur différentes plateformes. Donc, même si c'est 10 000, 5 000, 15 000, 5 000, 20 000 de différence, franchement, tu ne peux pas être à 180 000 sur Booking et être à 40 000 francs sur Expedia. Ah bon? Tu vois, parce que les gens vont aller sur Expedia. Oui, il faut avoir une parité pour permettre... Mais qui a mis cette règle de parité? On va dire que c'est l'Office international du tourisme, mais c'est comme ça, c'est des règles dans l'hôtellerie. Donc, il y a des parités à respecter quand tu travailles surtout avec ces apporteurs-là, plus ou moins, pour être un peu plus transparent. Et donc, il faut toujours une certaine stratégie en place. Sur le pricing et les canaux. Sur le pricing et les différents canaux. C'est vraiment le revenu manager, il est capable de maintenir à la fois cette parité, mais de gérer la demande et l'offre. Parce que tu dois surveiller, par exemple, la concurrence. Ouais, aussi. Et tu dois aussi surveiller après le remplissage. Le remplissage. Pour voir, ils sont en combien de pourcentage? Est-ce que dans ma politique tarifaire, je peux augmenter mon prix parce que la demande sur l'autre a baissé et a augmenté? Et donc, le revenu manager, il fait tout ça. Avant, ça se faisait avec des fichiers Excel. Franchement, il y a un fichier Excel, tu as les tarifs qui varient de jour. Sérieux? Compliqué. Et maintenant, il y a des logiciels qui aident. Donc, tu as des ERP qui te permettent, comme des agrégats, qui vont te prendre les tarifs de tous tes concurrents. Donc, tu rentres dans la location, tu rentres tes concurrents, ils vont chercher sur toutes les plateformes où tu as tes concurrents, ils te donnent les différents tarifs et ils te proposent, comme une IA, tu te proposes à combien est-ce que tu devrais être. Et c'est libre à toi, en fonction de toi aussi, ton feeling, de maintenir ça. Mais puisque ton tarif aujourd'hui est pris dans un budget que tu dois réaliser mensuellement ou même par semaine, tu dois toujours... Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il y a énormément d'éléments. Et toi, tu dirais qu'aujourd'hui, ça, la plupart des hôtels en Afrique sont conscients? Les grands hôtels le font. Les grandes chaînes, oui. Les grandes chaînes hôtelières ont des revenus managers. Pour avoir travaillé avec des hôtels locaux, ils n'y comprennent rien. Mais et c'est compliqué. Parce que la preuve, par exemple, tu as des hôtels en Côte d'Ivoire qui ont des prix fixes du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est sérieux? Ça, c'est des choses à ne pas faire. Ou bien ils n'ont pas de différence de prix en semaine, prix en week-end.
C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pourquoi tu as un prix fixe du 1er janvier au 31 décembre? J'avoue. Et même en semaine, même au week-end, pas selon le type de client, pas selon les canaux. Il faut des saisons. En hôtellerie, il y a des saisons hautes, il y a des saisons basses, il y a des saisons intermédiaires. Ceux qui prennent en compte, par exemple, la météo. Oui, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, à partir de juin, il va pleuvoir. Il pleut. Il va pleuvoir. Ici, quand tu es dans le tourisme de loisirs, mais le tourisme d'affaires, il faut, à cette période-là, revoir tes tarifs. Ouais. Parce que si jamais ton atout numéro 1, c'est ta piscine ou la mer, si t'es balnéaire, tu perds, non, tu vois, mais comment tu as fait tu vas pas fermer ton hôtel? Non. Il faut vivre. Donc, dans ces périodes-là, il faut pouvoir avoir des prix attractifs et compétitifs. Et donc, ça sous-entend que dans ta saison haute, tu dois avoir des prix hauts pour combler le gap, la perte que tu vas faire. Donc, il y a toute cette étude, il y a toute cette analyse dans la politique tarifaire où le revenu manager intervient, où le directeur, le responsable commercial interviennent. Et ça, c'est des compétences beaucoup d'hôtels n'ont pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des hôtels aussi qui ont des tarifs qui ne reflètent pas le service. Ah, waouh. Et donc, tu dirais que ça, c'est cette opportunité-là qui est quand même évidente. Est-ce que c'est parce que c'est super coûteux? Parce que je sais que nous, par exemple, le sentiment qu'on a eu, c'est que souvent, même quand ils ont envie, ils n'ont pas les outils pour ce que tu décris. C'est-à-dire que la flexibilité, même pour eux, d'accepter du paiement juste de carte internationale, c'est déjà pour eux une telle montagne qu'ils se disent, ouais, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Toi, est-ce que tu as pu, lors de ton expérience, leur montrer que ça vaut la peine de faire ça? Pour certains clients. Ouais. Moi, j'ai un exemple palpable. Bon, on va citer le Nzi River Lodge. Oui, bien sûr. Je dois aller. Ma copine est allée, elle a dit que c'est incroyable et que c'est une coupure incroyable. Une coupure incroyable, vraiment, c'est l'évasion. Ouais. Et donc, moi, j'ai travaillé avec eux en tant que directeur marketing et commercial de 2020 à 2022. Ah, je savais pas. Ok. Avant que je vienne, ils avaient un tarif fixe qui faisait une pension complète tout en un, tu vois, mais qui était très élevé, on va dire, très élevé. Donc, ça effrayait les locaux et c'est beaucoup plus la diaspora qui venait. Et donc, il y a eu la Covid et moi, j'ai commencé à travailler vers fin Covid. Donc, quand je suis arrivé, pareil, études marché, analyse de leur chiffre d'affaires passé, pour voir en fait. Et je leur dis simplement, puisqu'il y a la Covid et on va arriver dans une nouvelle, un nouveau monde où les gens ne vont plus voyager et tout, notre nouvelle cible, ça sera la population locale. Comment attirer la population locale? Malheureusement, l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est le prix, il fait très attention au prix. Ouais, il est très sensible. Il est très sensible au prix, tu vois. Et donc, du coup, au lieu d'aller sur une politique tarifaire fixe, un prix fixe, on va aller sur une politique tarifaire à tiroir. Donc, s'il payait 150 000 francs pour juste une nuitée avec tout compris, vends-lui la chambre à 50 000 francs. Mais tu verras que quand c'est en tiroir, donc tu as les activités à part, tu as la restauration à part, tu as la boisson à part, tu as des massages à part et tout, et la chambre à part, tu verras qu'au final, ça se rend compte, il va prendre un peu, il va arriver au même montant. Il va retrouver au même moment. Mais c'est le prix le prix psychologique, c'est le 50 000 francs qu'il a retenu. Ta chambre t'a coûté combien? 50 000. 50 000 francs. Mais combien tu as mis dans le budget là? Personne ne demande ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut, des techniques. Et derrière, donc, on a ça le pricing par tiroir. Voilà. Et après, tu as des tarifs en semaine, des tarifs en week-end et des tarifs doubles. Tu dis, par exemple, la personne, il vient avec une deuxième personne. Au lieu de facturer la deuxième personne en pension complète, elle paye juste le surplus de petit déjeuner. Puisque la chambre, elle est là, c'est un produit périssable. Si tu ne la vends pas, elle va perdre. Tu vois? Et tu avais plein de choses comme ça qu'on avait mis en place. Et je pense que quand on a commencé, sur la première année, on s'est retrouvé on avait un taux d'occupation environ de 75%. Wow. Sachant qu'on est à Boaké. Ah oui, c'était pas goudronné en 2020. Mais comment? Parce que on avait des packages attractifs en semaine, des packages de découverte. Il y a énormément de choses qui étaient faites. Mais tout ça, c'est les revenus. Voir prendre en compte l'activité autour de la ville, prendre en compte, rebrander. Il y avait énormément de choses qui ont été faites. Franchement, alors je comprends mieux parce que vraiment, j'ai l'impression qu'après le Covid, le Nzi River Lodge a eu une espèce de cote. Donc tu expliques que en fait, ça se joue aussi à ça. Oui, mais c'est ça, c'est ton travail. Et tu vois, par exemple, eux, c'est un client qui a accepté de faire ce travail-là. Donc on a bossé ensemble sur 2 ans et voilà. Et après, bon, eux-mêmes, ils ont continué. Mais il y a des clients où tu leur proposes, surtout à Sini, j'ai des clients, quand tu leur proposes des politiques tarifaires, ils te disent non, que cette destination-là, elles vont cher déjà. Mes voisins vont cher, donc moi, je vais fixer 100 000 francs en plus. Ouais, sans essayer de travailler. Sans essayer de comprendre la dynamique. Est-ce que mon produit vaut réellement ce prix? Non. Très intéressant. Ouf, donc, il y a énormément de dynamique que les gens ne... Donc en fait, ce que tu décris, c'est qu'en fait, le paiement est la dernière étape de tout ce travail-là. Non. Le paiement, franchement, c'est la dernière étape. Donc il faut qu'en fait, ils aient fait tout ce travail-là avant.
déjà, et maintenant au paiement, avec en cas comme plateforme de paiement, tu l'inclus. Après avoir été payé via le lien de paiement AnkaPay, l'argent est immédiatement disponible dans votre portefeuille Anka dans une devise stable. Vous pouvez ensuite le retirer facilement depuis votre tableau de bord Anka dans la devise de votre choix. Avec AnkaPay, vous pouvez recevoir vos commandes directement sur Instagram ou WhatsApp. Mary passe une commande pour une tenue directement sur Instagram. Le vendeur se rend sur AnkaPay pour créer un lien de paiement sécurisé. Il entre simplement les informations sur la tenue et le montant. Et c'est tout. Le lien est ensuite envoyé au client, qui peut effectuer le paiement avec son mode de paiement préféré. Le vendeur reçoit automatiquement son argent dans son portefeuille Anka et peut le retirer. AnkaPay vous permet de recevoir vos paiements depuis n'importe où dans le monde. Mais je pense que même à Abidjan, encore ça va, mais à l'intérieur du pays, tu pourras confirmer, c'est difficile de leur parler d'outils technologiques à l'intérieur. Ouais, certainement qu'on a eu. Tu vois? Parce que déjà, l'utilisation d'un ordinateur, c'est déjà un problème. C'est pour les trucs. Mais quand tu as venu leur proposer des solutions de paiement de tout. Paiement. Ouais, non, en fait, les seuls moments où moi j'ai trouvé que vraiment ils étaient sensibles, même à l'intérieur de nos discussions, c'était en fait les gens qui avaient déjà perdu des clients. En fait, c'est quand. Mais c'est terrible, hein, mais souvent, il y avait des gens qui nous disaient. Et en fait, c'est même encore plus vicieux. Souvent, c'est les Airbnb qui leur font réaliser. Ouais. En fait, ils voient la compétition faire des choses, donc faire un truc bête, pouvoir payer par Wave. Je me souviens qu'il y a 1 an ou 2, beaucoup d'hôtels ne voulaient pas. Ouais. Ils disaient tu payes cash ou tu te débrouilles. Ou sinon, ils te disaient même limite dans la ville, tu peux aller faire un dépôt là-bas. Les gens vont pas aller faire un dépôt pour aller. On parle de gens qui sont pas encore dans ton hôtel. Ils te disent ils veulent venir. Tu dis moi je prends pas l'argent avant. Faites un dépôt et vous m'envoyez. Donc tu rajoutes une friction. Et en fait, c'est quand ils ont commencé à remarquer qu'ils avaient des petits concurrents là à côté. Ils disent mais pourquoi les gens vont là-bas? Le service n'est pas mieux. En plus, c'est pas forcément moins cher. Pas forcément moins cher. Ouais. Et c'est là où les hôtels ont vraiment percuté. Ils ont réalisé que les Airbnb n'étaient pas forcément moins chers. Mais qu'en fait, dans l'expérience, c'était plus facile. Surtout pour les gens de l'extérieur. Et c'est là, et je parle même pas forcément des Français. Hein. Là, je te parle de gens qui venaient du Cameroun, qui venaient pour des affaires, qui en fait se sont rendus compte que mais je veux payer pour réserver mon hôtel, le sécuriser. Il n'y a que les grandes chaînes qui m'acceptent. Ouais. Et du coup, les gens commençaient à se dire, ah mais merde, il faut qu'on propose quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir de plus en plus de gens venir nous voir pour utiliser des solutions de paiement par cas. Donc tu vois, le Airbnb a été un peu un déclencheur. Un déclencheur. Pour beaucoup d'entre eux. Et tu vois, pour revenir un peu à des questions que tu posais concernant le Airbnb face à l'hôtellerie traditionnelle, il y a eu, après la Covid, les hôtels c'était compliqué et tu vois il y a eu aussi plein de crises, des attaques d'hôtels, tu vois il y avait vraiment un truc là et donc Airbnb prenait vraiment le dessus et je me rappelle j'avais assisté à un événement avec monsieur Moussa Degbali et le titre c'était doit-on se préoccuper des Airbnb carrément les hôteliers ils se posent la question tu vois en Europe c'est évident le combat aux États-Unis c'est évident en Occident. Et on s'est rendu compte, des sociologues et autres, ils se sont rendus compte qu'en Afrique, ce serait très difficile que des Airbnb dépassent les hôtels traditionnels. Ah, intéressant, pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart des gens ici, ils considèrent que déjà l'Afrique, c'est un peu unsafe. Ouais. L'hôtel est garant d'une certaine sécurité. Que le Airbnb peut difficilement voilà. Donc, l'argument sécuritaire est un point important en fait pour les hôtels. Dans le choix. Mais ils devraient le mettre plus en avant d'ailleurs. Du coup, je trouve qu'ils ne le mettent pas hyper en avant les hôtels. C'est dommage. Sinon, parce qu'il y a des certifications sécuritaires sur lesquelles ils devraient communiquer. Donc tu vois, ça par exemple, c'est un argument. Ensuite, et ça, ils le font pas forcément. Ils le font pas. Là, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'en gros, il y a un moyen pour les hôtels de ce que tu as donné, par exemple, de se distinguer des Airbnb, mais en mettant ça en avant. La sécurité. C'est vrai. Parce que tu as un scanner, il n'y a pas quelqu'un qui va passer avec une arme. Ouais. Il y a la sécurité, il y a des caméras partout. Alors qu'un Airbnb, je viens, je prends, je dors. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois? Et donc, il y avait ce point. Et le deuxième point, c'est qu'ils avaient étudié la psychologie de l'Africain. Les sociologues disaient que l'Africain aime qu'on lui facilite les choses.
C'est vrai. Il n'a pas envie d'être un Airbnb fait le lit. Il aime le service. Il aime le service. Nous sommes des gens qui aiment le service. Nous sommes des rois. Non, on a raison. Franchement. Et donc, l'hôtellerie classique allait toujours perdurer dans le sens qu'il allait réserver sa chambre. Ah oui. Dormir. Genre, il aime le petit ménage fait. Le petit ménage fait. Son petit déjeuner, tout sur place. L'Airbnb, tu vas chercher ton petit déjeuner, ça ne vient pas le petit déjeuner. C'est rare. C'est rare. C'est vrai. Et ça veut dire que du coup, les Airbnb doivent faire le travail inverse. Eux, ils devraient proposer. Il faut que maintenant les Airbnb personnalisent l'expérience encore plus. Ça se fait d'ailleurs, mais parce pas que encore en c'est Afrique, vrai que mais genre, en Europe maintenant ils proposent des services. Ils commencent à proposer. C'est maintenant qu'aujourd'hui on peut les prendre au sérieux comme de sérieux concurrents. Parce avant, moi je crois en fait qu'ils n'étaient pas des concurrents de l'hôtellerie classique. C'est intéressant parce que justement, je voulais avoir ton avis sur un sujet. C'est on voit que tout le monde maintenant, j'ai l'impression à Abidjan, veut faire des Airbnb. Oui. En Afrique de manière générale, il y a une montée du Airbnb business, j'appelle ça. Sauf qu'un truc que moi, il ferme vite. Et il ferme vite. Beaucoup de gens. Mais par contre, le problème c'est qu'en plus c'est dangereux parce que c'est pas comme. C'est triste parce que c'est les mêmes clients qui sont venus chez nous, chez Anka. Et j'ai remarqué qu'il y avait une proximité parce que c'est souvent des gens créatifs qui ont saisi les besoins d'une diaspora, qui ont voulu mettre en application leur connaissance justement du service, mais qui sous-estimaient le boulot dont on parlait tout à l'heure, le terrain que ça demande. Parce qu'en plus, je vois beaucoup de formations Airbnb qui mettent en avant les revenus, mais très peu mettent en avant le taf qu'il y a derrière. Hein. Et je pense qu'une donnée, encore qu'ils oublient, c'est le nombre de visiteurs du pays. Intéressant. Le taux d'occupation. On est des éducateurs. Je t'en prie, tu vois, par exemple, parce que on fait un Airbnb, déjà, le choix de la localisation. Capital. Capital. Juste avant, on a fait un épisode avec Philippe Simo où il a dit la même chose. Il a dit c'est Airbnb, lui, ils sont toujours remplis parce qu'il ne déroge absolument pas sur la localisation. Il y a des gens qui prennent des Airbnb, apparemment, il a dit, parce qu'il lui donne aussi des formations là-dessus, des gens qui prennent des Airbnb parce que juste ils ont eu un appartement quelque part, ils se disent je vais le mettre en Airbnb. Ouais. Alors que non, l'opportunité n'est pas le driver. C'est là encore, ça revient encore à l'analyse. Et tu vois, où je dirais que concevoir un Airbnb et le mettre en vente est pareil à concevoir un hôtel et le mettre en vente. Parce que c'est les mêmes indicateurs que tu dois prendre, les mêmes analyses. La géolocalisation, la localisation de ton bien. Un hôtel, tu diras, si c'est un hôtel d'affaires, je suis proche du centre d'affaires, ou je suis proche de l'aéroport. Il va te donner des éléments clés par rapport à la géolocalisation qui vont te faire choisir son hôtel plus qu'un autre. Ouais. Tu vois? Le Airbnb doit avoir ces différents arguments. Il faut prendre ça en compte avant de choisir le bien. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on va sur des 2 pièces ou des 3 pièces? Oui, le type de bien. Le type de bien. Parce que nous, le type de bien, ça va revenir à l'hôtellerie, à la catégorie d'hôtel. Si c'est un 4 étoiles, 3 étoiles, ou si c'est, on va faire combien de chambres on fera. Mais pour décider de ça, il y a des analyses. Ouais, c'est lourd. Hein. Parce que quand tu prends en compte le taux d'occupation moyen, la concurrence, combien il remplit, en fonction de ça, tu te dis, si mon concurrent, ils ont tous 100 chambres, ils n'arrivent pas à remplir 100 chambres. Pourquoi moi je dois produire 100 chambres? Pourquoi moi je dois rajouter? C'est vrai. Tu vois? Donc, je vais soit faire plutôt 50 chambres, mais s'ils font 60%, c'est qu'ils remplissent plus de 50 chambres. Donc, moi, je sais que je veux tabler sur mes 50 chambres. J'avoue, putain, mais peu de gens font ça. Peu de gens font ça. Donc, analysez que je vois que c'est plus de familles qui viennent à Abidjan. Donc, j'ai allé plutôt sur des deux chambres salon ou aller sur une pièce parce que c'est des solo voyageurs. Donc, il faut analyser aussi les clients sur l'audience. Comme même Airbnb vous donne en fait des statistiques sur des destinations. Donc, il faut lire ces statistiques et les analyser en vue de faire un choix d'accueillir un bien, la localisation et le type de bien. Et quand tu finis tout ça, maintenant le prix. C'est le finishing. Parce que ça, il est élastique. Ce que tu disais, c'est que le prix aussi doit pouvoir varier. Et donc, quand ils ne font pas tous ces exercices, ils disent, oh, tu vois, c'est le business. Mon ami a acheté un Airbnb. Ça se remplit, ça se remplit pas. Et on n'a pas parlé du grand truc, parce qu'on a aussi eu ici, après Philippe, avant Philippe, on avait eu Ange Kin, que tu dois connaître. Oui, Ange Kin, bien sûr. Et elle m'avait dit quelque chose d'intéressant. Elle a aussi le légal, que les gens négligent. Tu commences à Airbnb en mode je sous-loue en douce. Le propriétaire peut venir te jeter demain. Voilà. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Moi, j'ai vu que, tu vois, après la Cannes, le nombre d'Airbnb, les gens qui liquidaient tout le monde liquidait. Sérieux? Tout le monde. Après la Cannes, que des Airbnb vide. Les gens cherchaient propriétaire. On a acheté 6 mois, le matelas, tout neuf. Voilà, vous voyez, tout laisse. Déjà que vous n'avez pas vraiment rempli pendant la Cannes. Oui.
Oui, c'était compliqué. Ah, il y a eu beaucoup de gens qui... Ah oui. C'était compliqué. Mais pendant la CAN, les gens pensaient qu'ils allaient faire 100%, même les hôtels. Ah. Tu vois, mais en réalité, oui. c'est ce qui est bien. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une maison qui connaît quelqu'un. Donc finalement, les gens sont débrouillés. Là, il y a des Airbnb qui sont restés vides. Il y a des hôtels qui n'ont pas vendu 100%, qui n'ont pas forcément gagné. Tiens. Et donc, c'est ça qu'après, les gens commencent à vendre leur matelas, à vendre la déco qu'ils ont acheté. Tu vois, il y a eu beaucoup de pertes derrière. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le truc. Mais ça, c'est un truc qui est intéressant. Il n'y a jamais d'analyse qui est faite sur ces pertes-là. Genre, personne n'en parle jamais. Mais les gens ont de leur échec. Donc, ils ne vont pas te dire combien ils ont perdu d'investissement. C'est vrai. Mais ils devraient faire ça pour au moins éviter les autres de venir se jeter dedans. C'est difficile. Ah ouais, c'est difficile. Mais toi, tu vois les indicateurs. Parce qu'effectivement, toi, tu vois où les gens finissent par sortir leur truc après. Moi, je regarde les indicateurs. Je vois en fait. Aujourd'hui, j'arrive facilement à lire les indicateurs. Même en voyant un hôtel qui est plein et tout. Je me dis, aujourd'hui, on est à tel niveau de nombre de visiteurs et tout. Donc, peut-être faudrait investir un Airbnb vers Macquarie ou vers un Airbnb vers Cocody. C'est une période. Vraiment, il y a tous les indicateurs qui sont là. Il faut savoir les lire. Ouais. Mais du coup, il vaudrait mieux qu'ils viennent te voir pour ce genre de truc, en fait, ce que tu dirais. Parce que je ne sais pas si c'est naturel pour quelqu'un de faire un Airbnb de chercher d'abord des indicateurs et encore moins de la consultance. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça? Non. T'as jamais vu des gens faire ça? J'ai jamais vu quelqu'un qui est venu vers moi, en tout cas, me demander. Mais il y a des cabinets en fait, d'accompagnement qui devraient proposer ça. Il y a des cabinets, je sais qu'il y a des cabinets, surtout pour la diaspora, des gens qui veulent faire des Airbnb en Côte d'Ivoire. Ils se proposent de gérer pour eux. Un peu de trucs. Je pense que c'est à eux, ces gens de cabinets-là, d'apporter des statistiques et des infos. Et orienter en fait, les clients vers tel lieu ou telle habitation. Mais c'est intéressant parce que je trouve que je suis pas sûr que beaucoup de gens qui fassent ça justement aient ce recul sur le business. Et là où je vois que t'as l'expérience de l'industrie. Oui. Les autres sont encore trop dans l'opérationnel, qui en soi, et comme je te disais, c'est extrêmement lourd. Hein. La partie stratégique que tu décris. Là, aujourd'hui, on entend de parler que de la stratégie, que de l'analyse. Je ne veux même pas encore opérationnel. Exactement, je ne veux même pas faire genre l'opérationnel est facile. On a tous conscience que c'est aussi, là, il y a beaucoup de problèmes. Les gens avec qui tu travailles, les artisans, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que ce qu'on parle là en termes de stratégie touristique, les chiffres dont tu parles, les indicateurs dont tu parles, je pense pas que les gens connaissent. Là, j'ai regardé avant que tu viennes quand même parce que du coup, je voulais quand même avoir un peu conscience que je me suis demandé même, est-ce que vraiment le coût du tourisme est remonté? J'ai vu que donc ça y est, maintenant, on est officiellement bien au-dessus des volumes avant Covid. Ah oui, ouf. 2024, on a eu 6 millions de visiteurs pour l'année 2024. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. La Calédon. En Côte d'Ivoire, avant, c'était combien par exemple? On était autour de 1,5 million, 2 millions. Ah bon? Putain, on a fait 4 fois plus de visiteurs. 4 fois plus de visiteurs sur 2024. Wouh! Et donc, aujourd'hui, avec les ambitions du ministère du Tourisme, c'est en vise de 10 millions. Tu vois? Ah, donc c'est un truc sérieux en fait. C'est un truc sérieux. Hein. Moi, je pensais que c'était juste, pendant la CAN, on a fait 2-3 vidéos, 2-3 trucs, mais vraiment, il y a une ambition. Il y a eu énormément de visiteurs. Il y a énormément. Mais ça te prend toute l'année. C'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est bien parce qu'il y a eu des trucs après. Voilà. Et je pense que même les visiteurs sont venus après la CAN. Après, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont venus. Ils ont beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils étaient chauds en ayant vu la CAN, mais ils n'avaient pas forcément tout de suite les moyens ni l'organisation pour. Oui. Ils sont venus après. Ils sont venus après. Donc il y a énormément de 6 visiteurs. millions, ouais, quand même. Tu disais que c'est 1,5,6 et c'est intéressant parce que ce que tu dis. Moi, j'ai regardé juste, j'avais dit qu'en Afrique, on était à 74 millions maintenant, l'an dernier, et que c'était, je crois, 7% plus que 2019 et 12% plus que 2023. 23. Mais j'ai vu qu'apparemment, ceux qui drivaient, c'était vraiment l'Afrique du Nord. Oui. Apparemment, c'est eux qui sont. L'Afrique du Nord, c'est. Mais moi, je pense que. Je sais pas si tu as des chiffres top, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a un delta entre eux et nous en termes de tourisme. Je pense qu'ils sont vraiment beaucoup plus loin que nous, en fait. En fait, ils ont compris que c'est un véritable pilier de l'économie. Ouais. Et ça touche, c'est aussi ça, c'est la vision gouvernementale. Parce que le tourisme touche tout le monde. C'est ça, ça touche tous les secteurs. Ouais. C'est un écosystème qui prend depuis l'agence de communication. Oui. À la réceptionniste d'hôtel, aux vendeurs d'alocaux, à la vendeuse de placali, à l'hôtel. Ça touche tout le monde. À l'agriculteur qui va cultiver. Tout le monde. Tout le monde est touché. Et je sais que c'est ce que et donc, lorsqu'on a une vision globale de l'écosystème, on se dit, ça, c'est ça qu'il faut. C'est un secteur d'activité à développer. Qu'il faut pousser, ouais. Il faut pousser. C'est-à-dire, aujourd'hui, le tourisme doit être au même niveau que l'armement, la défense. Exactement. Que la santé et l'éducation. Fatigué des paiements compliqués pour votre hôtel en Afrique?
Avec AnkaPay, tout devient simple. En quelques secondes, envoyez un lien de paiement sécurisé et recevez vos fonds directement sur votre compte ou via Mobile Money. Sécurisez également vos réservations en demandant un acompte avec AnkaPay, réduisant ainsi les annulations de dernière minute. Fini les tracas. Concentrez-vous sur le bon séjour de vos clients. Grâce à AnkaPay, gérer les paiements n'a jamais été aussi simple. Ou l'agriculture, parce que moi ce que j'aime bien dire c'est que nous chez Anka, les gens me disaient toujours mais pourquoi Anka maintenant vous aidez tous ceux qui font du tourisme etc, c'est pas différent de tout ce qui faisait de la mode. J'ai dit mais parce qu'en fait vous n'avez pas compris, nous notre mission ça a toujours été entrepreneurs africains qui veulent capter des revenus étrangers. Qui veulent développer les pays d'où ils sont. La mode était le premier produit qu'on a vu beaucoup s'exporter. Ouais. Mais en fait aujourd'hui notre culture on l'exporte mieux. Ah bien. Beaucoup mieux. Et en fait, et surtout, les gens, le problème de l'agriculture et du tourisme, je trouve, c'est que ce qui oppose l'agriculture au tourisme, c'est que les gens ont tendance à l'agriculture à plus facilement imaginer l'impact en emploi. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais les tourismes, les gens ont l'impression qu'en fait, c'est juste des gens qui viennent et bouffent notre argent ou augmentent les prix. Augmente les prix. C'est ce que tout le monde voit. Mais personne ne dit derrière, ah, ces gens qui sont venus, ils ont dû acheter des choses, ils ont dû payer des taxis, ils ont dû faire tourner l'économie, quoi. Mais personne ne dit ça. The Year of Return. Oui, au Ghana. Au Ghana. Très bon exemple. Dernièrement, j'ai vu les chiffres qu'ils ont fait pour 2024, là, juste la période Afro Nation, toute la période Dirty December. Je crois qu'ils ont fait combien de millions de dollars, mais j'ai dit, j'ai attrapé ma tête. Juste sur la période. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont depuis 2019. Compris, depuis 2019, comme on est la première fois, c'était le. Voilà. Ça fait 5 ans que les gars lâchent. 5 ans, chaque décembre, là, ils font leur chiffre d'affaires annuel. Sur le décembre. Sur décembre. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, en cas, on a les clients qu'on a qui font du Airbnb au Ghana. Eux, ils sont vraiment saisonniers à mort. C'est-à-dire que c'est... Autant les clients ivoiriens sont assez réguliers. Réguliers, oui. Mais les Ghanéens, c'est-à-dire qu'eux, ils te frappent. Ils sont là, ils sont déterminés en Décembre, c'est sûr. Et aussi à Pâques. À Pâques, oui. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que tu as des festivals de Kwewu, tu as Chaliwote, tu as des gros événements culturels durant cette période-là. C'est ça qui explique ça. Nous, on voit juste qu'en Pâques, là, les gars sont chauds au Ghana. On se dit, c'est bien, c'est cool, mais c'est ça qui se passe derrière. En Pâques, culturellement, comme chez les Akans, durant la Pâques, comme je c'est vrai qu'ici... Comme le Pâques, le Pâques, tout le monde revient. Je pense que c'est vraiment très Akans. C'est très Akans. Parce que ça coïncide avec la fin des travaux champêtres. On a vendu un peu nos trucs, on a un peu d'argent. On va célébrer. Et donc, c'est très culturel. Donc, en Pâques, tout le monde repart à Accra. Donc, ils vont même dans les villes à l'intérieur. Oui, parce que j'ai vu que c'était pas que les. Tu sens que les Airbnb, parce que nous on en a effectivement beaucoup qui sont à Accra aussi, hein, c'est là que les gens font, mais tu sens que c'est pas que là-bas parce que on a aussi une recrudescence de gens qui après ça expédient. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le tourisme amène les gens à consommer sur place, mais après quand ils partent, ils veulent amener des choses. Ou ils veulent envoyer des choses, etc. Donc on a aussi sur le shipping quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Le shipping, c'est quelque chose qu'il faut développer. Ouais. Franchement, les acteurs du tourisme ivoiriens en ont énormément besoin. Ah, sérieux? Mais sur quoi? C'est intéressant. On parlait du beurre de Korogo. Oui, le beurre de Korogo. Le beurre de Korogo, c'est l'exemple parfait. Vas-y, oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas Prince Edja, vous avez tort. C'est le moment. Tu as fait des contenus fantastiques avec cette coopérative là au nord, Korogo du coup, qui fait du beurre de karité, et tu les voyais comment elles faisaient et tout. Et ce qui m'avait beaucoup touché, c'est comment après tu les as montrés après que tu aies posté l'impact qu'elles ont eu. L'impact, c'est incroyable. Jusqu'à présent. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on a posté la vidéo et qu'elle est devenue virale, ils ont une commande de 20 tonnes. 20 tonnes de beurre de karité. 20 tonnes. Mais le kilo, il est à 2500. Là, donc ça fait 1000 kilos. Donc ça fait... oui, putain. Combien de millions? Ça a changé leur vie. Ça change une vie, ça. Mais qui a commandé 20 tonnes comme ça? C'est un abonné qui a vu un truc, qui a besoin. Après, il y a des gens qui ont commandé 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes par là. Et sans compter ceux qui sont venus en individuel commander 5 kilos pour soutenir 2 kilos, 4 kilos, qui sont déplacés. Mais leur vie a changé. Leur vie a changé. Et le PNUD leur a amené des machines semi-industrielles. Après la vidéo. Donc, je suis reparti avec le PNUD dernièrement en décembre pour en faire un documentaire pour voir un peu l'impact que ça a eu sur eux. Mais voilà. Aujourd'hui, elles ne font plus de travaux manuels. C'est-à-dire, aujourd'hui, elles ne battent plus le beurre. Alors, c'est ça qui était la partie la plus difficile. Tu vois, la plus difficile. Il y a des batteuses semi-industrielles. Il y a tout. Elles ont eu des formations sur des... Vraiment, c'est devenu une industrie. Aujourd'hui, leur gros challenge, ça sera encore dans le documentaire, c'est la distribution. Ah, mais il faut qu'elles viennent nous voir. On va les nous, parce que nous, pour le coup, donc, comme je disais, avec Anka Shipping, on peut les aider à capter ces paiements-là
de leurs commandes de partout dans le monde, hein, bien sûr, mais aussi, après, on a des accords d'expédition avec Anka Shipping, avec DHL notamment. Sauf que nos tarifs, par exemple, je donne un exemple, pour expédier 2 kilos de Abidjan vers la France, c'est 15 000 seulement. C'est même 13 000 maintenant. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place. Oui, parce que j'imagine que ça doit être compliqué pour elle, mais elle ne sait même pas que c'est possible. Bien, parce que moi, jusqu'à présent, je reçois encore des demandes à partir de la vidéo qu'on a faite l'année passée. Sérieux? Et elles n'ont pas les moyens de. Elles n'ont pas quelqu'un qui reçoit. Tu peux pas faire la vente pour elles. Non, je sais pas. En fait, après, comment ça se c'est passe? le numéro de téléphone de la présidente de la coopérative. Ah, que tu donnes. Elle a reçu plein d'appels. Mais ils n'ont pas de mail, ils n'ont pas de site web, ils n'ont pas de page Facebook. Ouais. Je dis franchement, digitalement parlant, ils sont nos visibilités. Mais c'est intéressant. J'aurais presque été avec toi la prochaine fois à Korogo. Je sais qu'Alan qui tourne ici aurait adoré lui aller filmer ça. Mais le point, c'est que tu vois, avec Anka, en fait, elle pourrait juste avec WhatsApp. Elles ont juste leur WhatsApp. Et elles peuvent créer des liens de paiement pour chacune des commandes. Quelqu'un leur demande d'écrire un lien de paiement. Avec l'argent du lien de paiement, elles créent leur bon de livraison. Mais est-ce que ça devrait venir d'elles? Parce qu'elles ne savent que produire. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est des femmes. C'est des femmes, mais normales. C'est 56 veuves. Ben oui. Mais c'est juste que nous, je pensais même pas qu'elles avaient ce genre de problème. Quand tu me montrais la vidéo, je pensais qu'elles étaient concentrées sur juste produire ce qui est là. Non, parce que c'est produit, mais personne n'achète. C'est produit. Personne n'arrive à acheter parce qu'elles sont à Korogo. Le temps qu'elles vont acheminer jusqu'à Abidjan. C'est pas dans du froid. Parce que elles laissent à l'air libre. C'est du beurre de qualité, ils font. Donc, c'est une perte pour elles. Tu as tout ça, en fait. Ouais, il y a une vraie logistique. Il y a une vraie logistique derrière. Et donc, comment transporter ça vers la France, vers des pays occidentaux? Parce qu'ils demandent. Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est des trucs où, oui. Et tu as derrière, tu as des abonnés qui veulent acheter, mais qui ne savent même pas comment. Moi, les gens me disent, Franck, tu peux nous envoyer. C'est pas ton travail. C'est pas mon travail. Non, en réalité, c'est pas mon travail. Non, moi, je donne de la visibilité, c'est un autre métier. Voilà. Mais déjà, et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu vois, je pense que les gens sous-estiment l'impact justement du digital à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a l'impact de créer de la demande, mais après, il y a aussi l'impact dans les opérations, de comment tu gères les commandes, comment tu gères l'expédition. Et c'est ce que nous, on essaie de combler. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu fasses un podcast avec nous, parce que je pense que les gens ont tendance à s'obséder sur la visibilité. Ils ne pensent que c'est leur seul problème dans la vie. C'est pas le seul problème. Non, j'imagine. Bah, écoute, déjà sur ces femmes-là, on est pressé de voir ce que tu as fait avec le PNUD. Franchement, il va sortir bientôt, là. C'est incroyable. Et j'aimerais bien qu'avant que ça sorte, il faut qu'on se débrouille pour qu'on les ait aidés avant. Pour qu'elles puissent. Parce que quand ça va sortir, il y aura de la demande encore. Ouais. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les aide à ce qu'elles puissent au moins absorber. Et c'est d'être très simple, vraiment, de leur WhatsApp. On n'a pas besoin qu'elles créent un site web, je pense. Non. Elles ont un WhatsApp. Elles ne peuvent pas gérer. Et puis, c'est un autre prestataire, d'autres problèmes. Il faut que de leur WhatsApp, et je pense que WhatsApp, ça, comme maintenant. C'est plus simple. Tu vois, même si elles prennent un petit là, dédié complètement à ça, répondre aux commandes, il crée des liens. Il envoie, et il envoie juste ses expéditions. Voilà. Et elles continuent à faire leur travail, très bien. Non, mais on va en parler parce qu'en plus, c'est pareil. Voilà un autre exemple d'une simple chose que les gens voient comme étant juste de l'exploitation de produits basiques, mais qui peut créer plein d'emplois. Il faut quelqu'un pour gérer ça. Quelqu'un pour gérer la logistique, quelqu'un pour gérer les commandes, quelqu'un pour gérer le community. Même le packaging de leurs produits, parce qu'il reste encore très brut dans des gros pots. Dans des gros pots où elles te vendent dans des barriques et tout, je te montrerai. Et tu vois, si tu veux. L'idée, aujourd'hui, on va les accompagner à ce qu'elles aient une certification bio. Bio. Oh ouais, ce serait bien ça. Parce qu'il y a une industrie qui s'est installée, malheureusement, heureusement, on va dire ainsi, au nord. Mais ils industrialisent la chose. Et ils récupèrent, ils vont acheter chez les dames, ils vont industrialiser et ils vont avoir la certification qui va avec. Qui va avec. Et donc, puisque elles et ces industries aussi vont récupérer les noix de karité, elles sont en compétition un peu. Ils sont en compétition. Pour la matière première. Pour la matière première. Donc aujourd'hui, il faut vraiment les aider à écouler. Il faut les aider à avoir un produit final qui est compétitif. Par rapport à l'industrie, qui est beau. C'est vrai, on va soutenir. Mais il faut que ce soit comparable. Donc il y a énormément il y a vraiment beaucoup d'opportunités autour du beurre de karité, autour de cette coopérative-là. Et d'autres coopératives aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce que j'espère que les gens qui nous écoutent, si vous connaissez des super experts en packaging, en marketing, il y a plein de gens comme ça. Il faut créer des synergies entre tous ces métiers-là pour qu'on puisse, Ouais, qui n'hésite pas à aller le beurre de karité de Korogo. Ça peut être un label incroyable. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de des labellos Korogo. Je dis, moi, je serais fier d'avoir un label. Tu vois, dans un truc. Fait de Korogo. Fait de Korogo. Ouais, parce que c'est terrible, parce que quand tu le penses, je sais que c'est au Ghana où vraiment ils misent sur le beurre de karité à un niveau qui est impressionnant. Impressionnant, Eux, vraiment, il y a toutes sortes de marques. Une des marques avec qui on bosse, que tu connais sûrement, Skin Gourmet. Alors, elle fait des trucs. La promesse, donc on a fait un épisode du podcast avec elle, n'hésitez pas à regarder, qui explique que tout ce qu'elle fait est mangeable.
produit cosmétique qui est entièrement Edith. Wow. Tous les produits cosmétiques qu'elle fait, du savon, jusqu'à la crème, jusqu'au masque en cristaux de sucre, tout est fait avec des coopératives et tout est mangeable. Skin Gourmet. Skin Gourmet, c'est pas... C'est tout ce que tu sais ça. Non, ouais, c'est vraiment ouf. Et elle aimerait en faire plus en Côte d'Ivoire. Donc, elle a commencé du coup avec nos services en K-Pay et en cash shipping à expédier plus dans la sous-région. Mais tu vois, ce qui était triste, c'est qu'elle est venue spontanément en disant je veux le faire. Donc, elle est venue vers nous. C'est vrai que moi, j'ai pas encore vu beaucoup de gens. Autant j'ai vu des gens d'Airbnb, j'ai vu des gens de la mode venir vers nous. Mais c'est un appel qu'on essaie de faire maintenant. Peut-être on essaie de faire plus de contenu là-dessus pour que les gens viennent vers nous aussi sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, ce qu'on a créé marche pour ça. Mais c'est juste que je pensais pas qu'eux avaient des problèmes là-dessus. Vraiment, pour te dire très honnêtement. Moi, je pensais que c'est des choses où elles avaient aucun mal à écouler localement. Ah non. Seigneur. Localement, c'est compliqué déjà parce que c'est à Korogo. Donc, c'est à Korogo, c'est plus loin. Des bus, des cars et tout. Ouais. Et derrière, tu vois, au final, le produit te revient plus cher. Parce que si elles te font le kilo à 2500, si elles vont te payer le transport de Korogo jusqu'à Abidjan, finalement, tu as le kilo sur le marché qui va te faire peut-être 6 000 ou 5 000. Ouais, et au final, c'est comparable. Pourquoi prendre le truc de Korogo ? Pourquoi prendre Korogo, tu vois Il faut vraiment faciliter cette logistique-là, cette distribution. Ouf. Ouais, il y a beaucoup d'opportunités dans le tourisme. Non, mais c'est intéressant parce que c'est beau que toi tu dis ça. Et je sais que dans le podcast, un truc que moi je fais souvent, c'est que je demande aux gens si tu devais définir ton business, du coup, parce que là on a parlé quand même beaucoup de toute cette partie donc expert que tu fais en consulting. Là, en tant que créateur de contenu, tout ce que tu as pu avoir comme impact, toi, quel est le chiffre que tu retiens? Parce que là, tu as dit que ça fait 10 ans que tu es dans le domaine. Tu nous as dit aussi qu'effectivement, tu as fait 30 pays africains. Tu n'es pas un des... Moi, ça me fait toujours rire. Tu n'es pas un de ceux qui mettent sur ton Insta X pays faits dans le monde. Pourtant, il y a des gens qui font ça. Des gens qui font, ouais, si. Moi, c'est un truc qui m'intrigue toujours. Toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que toi, tu es quand même dans le domaine. Donc, moi, je me dis toujours, qu'est-ce que les professionnels voient quand tu vois quelqu'un qui dit « Moi, j'adore voyager ». Mais qui met que son nombre de pays en avant. Moi, je trouve que déjà, les gens voyagent mal. Ah, de base, de principe, les gens voyagent mal. Oui, non. Les gens comprennent pas c'est quoi le voyage. Intéressant. Toi, tu dirais que c'est quoi, du coup? Ça peut paraître très lointain, mais pour moi, le voyage, c'est une thérapie. Le voyage, c'est comme aller chez un médecin. Okay. Parce que tu as un mal et tu as besoin d'un voyage pour combler ce mal. Ouais, j'entends beaucoup ça. Non, mais c'est pratique, c'est factuel. Dans le sens que, c'est ça aussi, encore, il faut avoir une connaissance des destinations dans lesquelles tu veux aller. Qu'est-ce qu'elles représentent? Moi, je me rappelle, en 2022, je ne me sentais pas bien. Tu vois, en début d'année, j'étais... Non, c'était 2023. J'étais très indécis. Je venais démissionner. J'étais là. Qu'est-ce que je fais? Comment je me reconnais? Où aller et tout. Et je suis allé au Bénin. Et je ne suis pas allé au Bénin juste par hasard. Dans les grandes villes, à Cotonou, Ouida et tout. Je suis allé dans le nord. C'est 10 heures de route de Cotonou, vers la frontière avec le Burkina, tout en haut là-bas. Et je suis resté dans des endroits où il n'y a pas Internet, vraiment, avec la population qui dormait dans des cases. Me reconnecter en fait à l'essentiel. Tu vois, et à la fin de ce voyage, quand je suis rentré à Abidjan, j'étais reconnecté. Je me suis dit, tu vois, la vie, tu vois des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. On est trop dans du superflu, en fait, dans les superficiels. Tu te rends compte que tes problèmes sont des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Et donc, automatiquement, ça te redirige dans tes priorités. Et dans le détachement que tu as sur certaines choses. Il y a vanité, beaucoup de choses. Exactement. Tu vois? Et moi, je me dis, c'est comme ça que tu dois prendre le tourisme, le voyage. Quel est mon besoin? Je vais en vacances pour quoi? Je veux me distraire. Je veux m'épanouir, je veux apprendre. C'est trois choses différentes. Tu vois? Et donc, pour apprendre, je ne vais pas aller dans un pays où c'est que l'amusement. Je vais aller dans un pays où il y a un potentiel culturel, il y a un potentiel historique à apprendre, m'enrichir. Et qu'est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais apprendre sur la culture africaine? Est-ce que je vais apprendre sur la spiritualité? Est-ce que je vais apprendre sur la gastronomie? Donc, pour chacun de vos besoins, il y a un voyage adapté. Qui correspond. Et chacune de vos personnalités. Oui, parce que c'est vrai que moi, je suis le gars, je voyage juste pour me reposer. Et les gens disent, mais pourquoi tu voyages et tu veux juste rester à l'hôtel? Je dis, parce que j'aime bien qu'on prenne soin de moi. Voilà. Moi, juste être dans un endroit où je n'ai rien à faire, je ne pense à rien, je regarde mes séries, je me lève, je mange un coup. Et dans la journée, je peux faire une activité qui me dépayse. Mais pas plus. Je ne vais pas faire... Il y a des gens là qui vont, tu sais, de 5h du matin à 20h, là, ils font 15 activités. Mais eux, ils ont besoin de voir plein de choses. Mais on n'est pas les mêmes voyageurs. Pareil, donc, par exemple, si tu étais un de mes clients, tu me disais, ah Franck, propose-moi une destination pour un type de personne. Moi, j'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts. J'ai envie de profiter. C'est juste tu vois?
si c'est en Côte d'Ivoire, je te dis, va à l'ouest, par exemple. À l'ouest, c'est Sassandra, tout ça. Non, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est Mans et tout. Ah, c'est vrai, je suis jamais allé Je encore. te dis d'aller à Mans, de prendre un hôtel en bordure d'une cascade, le bruit va t'aider à t'évaser. Tu vois, et vraiment du calme, de la relaxation. Ouais. Tu vois. Mais je pense que c'est pour ça que chaque destination, chaque lieu, chaque activité. Personne doit avoir son voyage. Voilà son voyage. Ah, donc ouais, donc quand les gens te mettent un nombre de pays, Oh, j'ai voyagé le truc. Je dis bon. Il a c'est pas voyagé. le sujet. Voilà, c'est du, comment on dit, c'est du consumérisme. Oui, c'est du consumérisme, c'est vrai. C'est du consumérisme. Vous accumulez juste pour dire, j'ai fait 40 pays, j'ai fait 30 pays. Non. C'est pas ça le point, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi j'ai une amie qui en avait fait presque 100, je crois 90. Et quand elle arrivait à ça, elle a dit j'en ai marre. Elle dit comment ça? Elle dit mais en fait, je rajoute des pays juste pour le chiffre. Non. Je ne passe même pas des bons moments dans le truc. Elle a C'est préféré dommage. refaire des pays qu'elle a aimé, plutôt que d'essayer de faire plein de pays. Et c'est intéressant parce que moi aussi je me suis rendu compte, elle m'a posé la question, elle dit mais Moulay, mais toi t'en as fait des dizaines de pays. Je dis oui. Elle dit mais pourquoi t'en parles jamais? Je dis parce que c'est pas le nombre de pays dont je suis fier. Je suis fier de, quand on me parle de certains trucs en Afrique, je me dis arrêtez de dire c'est l'Afrique, c'est partout dans le monde. Parce que j'ai vu des Brésiliens faire pareil, parce que j'ai vu des Chinois faire pareil, parce que j'ai vu des Suisses faire pareil. Donc je dis aux gens arrêtez de voir certaines choses comme étant que nos problèmes. Ouais. Mais c'est parce que quand vous êtes allé ailleurs, vous n'avez pas regardé comment les gens se comportaient. C'est vrai. Donc c'est ça que moi j'aime bien dans le voyage, c'est que ça te rappelle qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui t'est propre. Tu as une vision plus réaliste de ton environnement, que peu de gens regardent. Et ça t'aide à briser des clichés. C'est vrai aussi, ça aide. Ça, c'est Ça très aide vrai. à briser énormément de clichés sur énormément de choses, que ce soit sur la religion, que ce soit même sur des conceptions du patriarcat, de la société africaine. Parce que tu te retrouves dans des pays qui n'acceptent pas ce que pour toi paraît évident. Et tu te dis, mais comment les gens arrivent à vivre comme ça? Ah, ouais. Mais tu te dis, ils sont plus épanouis que toi, tu as ça en fait. Ouais. Tu vois, il y a énormément de remises en question grâce au voyage. Et moi, par exemple, le voyage, je le mets au même niveau que la lecture. Ouais, tu vois, toi, je vois que c'est une vraie thérapie pour toi. Là, c'est une vraie thérapie. Ouais. Puis, je prends tout mon temps pour vraiment apprécier le voyage. Ouais. Et l'humain. Au lieu de faire une activité, moi, je préfère m'asseoir avec une vendeuse là pour discuter avec elle du pays. Je trouve qu'elle va m'apprendre beaucoup plus que d'aller juste faire un parachute, je sais pas. Ou aller faire un musée. Faire un musée. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de musées, mais encore, moi, je suis pas un pro musée. J'ai remarqué ça, c'est vrai que c'est rare. Moi, tous les trucs musée m'ennuient. Toi, Non, tu m'ennuies jamais, toi. Non, Toi, t'es pas ennuyé, toi. Non, pas que je suis pas très musée, parce que je trouve qu'un musée, c'est comme tu emprisonnes la culture, tu emprisonnes l'histoire. Oh, Moi, c'est vrai que ça permet de préserver, tu vois, mais je veux que, il faut que la ville soit un musée, il faut que le pays soit un musée ouvert. Ah ouais, il faut que ce soit ouvert et vivant. Il faut qu'il soit vivant et accessible. Mais quand c'est dans un musée, on dit, c'est un truc un peu élitiste, on va pas... Alors qu'il y a la culture, il y a de la connaissance là-bas. Donc il faudrait que le musée, il faut qu'il soit plus ouvert. Il faut peut-être changer un concept, mais changer l'architecture d'un musée. Ouais. Mais tu vois, que ce soit quelque chose de mouvant, voilà. de plus, des trucs. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis là. Et toi, du coup, c'est quoi ton objectif? Parce que je t'ai pas demandé, du coup, si tu devais résumer ton impact, ton activité en un chiffre, tu dirais quoi? En un chiffre. Ouais. Ouf. Un chiffre. Je sais pas combien de followers tu as. Est-ce que c'est ton nombre de followers là? Ah non. Sur Insta, 200 000. 200 000, putain. TikTok, 300 300 et quelques. Tu dirais que c'est ça que tu mets? Non, du tout. Tu t'en fous? Je pense que c'est... Ouf. Un chiffre. Un chiffre. Si tu veux, je propose en général, parce qu'on est quand même dans un podcast Creative Business, c'est ou un chiffre pour la partie business ou une création. Ça peut être une de mes créations. Ouais, une de tes créations. Ça peut être pour les créateurs, c'est des vêtements. Quel est le vêtement qu'ils ont créé? Toi, ça peut être par exemple une vidéo que tu as créée. Quelle est la vidéo que tu penses qui symbolise le plus ce que tu as voulu avoir comme impact? L'une de mes plus récentes vidéos, ça a été celle de... Tu as un récap de la Côte d'Ivoire en décembre. En décembre. Ok, intéressant. Ouais. Je l'ai publié en janvier, voilà, fin janvier d'ailleurs. Ouais. Et tu vois, en décembre, il y a comme certaines compétitions dans les capitales africaines. Oui, c'est vrai. Entre Accra, entre nanana. Et maintenant, Cotonou est rentré dans la danse. Ouais, Cotonou aussi a ramené son petit Oyo Festival. Son petit voilà. Willovia et tout qui bouge très bien, qui nous prend tous les bons artistes et puis il nous laisse. Les habituels, quoi. Ouais. Voilà, les habituels. Et beaucoup de mes abonnés me disent, mais pourquoi tu n'es pas parti au Bénin? Pourquoi tu n'es pas parti au Bénin pendant la période et tout et tout? Et je vois un peu sur Twitter comment les Béninois nous manquent. Voilà, le Bénin donne. Et je me suis dit, pourquoi en fait? Est-ce que vraiment, à cause d'un festival, on peut résumer au fait la beauté, mais la douceur d'un pays à juste un festival en décembre? Et c'est là, j'ai fait une vidéo qui résume pour moi pourquoi Abidjan reste la capitale
une des plus capitales les plus intéressantes en en Afrique. Afrique. Et la vidéo, c'est une vidéo de 2 minutes qui résume parfaitement entre Intéressant. voilà, l'ambiance, les personnes, la gastronomie. Vraiment, c'est un mélange. Ouais. Et je pense que j'ai su exprimer sans dénigrer Les autres pays, d'autres voilà. pays. Hein. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'au début de la vidéo, je reçois un appel du Cotonou qui m'appelle et je décline l'appel. Ah oui, En fait, j'ai le vu ça, début oui, de la ça, vidéo, j'ai vu. Ça m'a fait Tu vois, ouais. je ne l'ai pas fait vraiment avec une intention, comme De tu moquer, sais. ouais. Et quelques semaines plus tard, je vais au Bénin. Oui, parce tu que as j'ai le vaudou publié de- en janvier. Ouais, t'es allé au vaudou. Et j'ai été invité Ouais. par le ministère du Tourisme au truc. Et donc, les Béninois, déjà, ils m'attendaient. Ouais. Les Béninois tu as décoché l'appel, tu as raccroché notre appel, tu vas voir. Tu vas voir. Et quand je suis allé au Bénin, j'ai eu une super belle expérience. Ouais. J'ai fait un récap, un Ouais, mini ouais, reportage j'ai vu, aussi ouais, de tu Bénin. Et les retours que j'ai eus sur ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, les deux vidéos, le contraste que ça créait, l'engagement autour des deux communautés ivoiriennes et béninoises, pour moi, ça a été en début d'année, c'est une très belle preuve d'africanité. Et voilà quoi. Donc ouais, tu as vraiment ce côté, toi, ce qui t'aime beaucoup, c'est la création dans l'authenticité. Hein. Dans l'authenticité. Je pense que moi, je suis devenu un très bon storyteller. Mais je trouve qu'il faut amener il faut raconter des histoires aux gens sur les destinations. Ouais. Parce que dire simplement qu'une ville ou un pays est beau sans dire pourquoi. Ouais. Tu peux pas juste dire il y a tel plat ou il y a tel festival. Ça peut pas juste être ça. Il faut avoir des mots adéquats. Il faut trouver des mots qui parlent à l'âme, qui parlent à l'émotion en fait, des gens, des images des expériences. Des expériences. C'est super dans ce que tu dis là. Donc ouais, toi t'aurais dit ça, j'avoue, c'est beau parce que moi forcément en tant que monsieur chiffre, je pensais que tu allais me dire quelle est ta vidéo qui a fait le plus de vues. Non, franchement, tu vois, moi je suis beaucoup plus sur l'impact que j'ai sur les gens au quotidien. Donc que quelqu'un m'envoie un message, me dit à cause de toi, j'ai pris mon billet pour aller au Mali. Ça, j'ai reçu ça il y a quelques années. Quand j'ai fini mon voyage au Mali, là, en 2023, je crois, 2023-2022, j'ai reçu un message comme ça d'une dame que je suis malade, mais je vis en France et que grâce à toi, j'ai pris mon billet d'avion, je suis à l'aéroport. Elle m'a montré sa photo d'elle à l'aéroport, qu'elle est au Mali. Et tu vois, moi, j'ai trouvé ça vraiment très impactant et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment une véritable influence parce que c'est le Mali. Et c'était dans une période où c'était personne ne veut y aller là en ce moment. Et puis c'est compliqué. Et c'était sécuritaire. Ouais, pour aller là, c'est compliqué. Ouais. Et elle aurait là, tu pu n'es pas pour le ses billets pour aller dans une ville commerciale, un pays sexy. Qu'on aurait montré, mais aller au Mali, j'ai trouvé ça aussi. Si tu as pu changer la perception de quelqu'un sur un pays pareil. Dans un moment pareil. C'est qu'il y a ça. Et j'ai trouvé que ça a plus d'impact que sur moi, franchement, je ne regarde pas les chiffres. Très bien. Au début, peut-être ma carrière, oui, mais aujourd'hui, franchement, c'est plus ça le sujet. Je pense que je touche plus les gens que de voilà. Très bien. Non, mais écoute, c'est super intéressant. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien cette question parce qu'elle amène toujours des choses que j'imagine pas. C'est super intéressant, franchement, et ça en dit beaucoup sur qui toi tu es. C'est pour ça que j'apprécie énormément tout ce que tu fais et que je suis très très content que tu aies pris le temps de venir. Alors, j'aurais encore plein de questions parce que normalement j'aurais voulu te dire non mais il y a un moment il faut s'arrêter, toutes les bonnes choses ont une fin, mais on conclut toujours ce podcast Creative Business avec une question, encore chiffre, hein, tu vas rigoler, où je dis si on te donnait, alors on va dire là maintenant on va prendre ta casquette gérant d'une structure de tourisme, ton agence. Donc on a parlé tout à l'heure du fait que dans ton agence on va t'aider bientôt, il va y avoir un site. On va pouvoir t'aider. ONE Tour. ONE Tour, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que je pense que tu n'en parles pas autant que ça comparé au reste, je trouve. Franchement, jusqu'à cette année, moi j'étais le genre de personne qui j'aime dissocier les choses. Je me dis que chaque plateforme a un but bien spécifique et il ne faut pas mélanger. Et à la fin de la journée, c'est de l'argent qu'on cherche. Hein. C'est ça. Donc ONE Tour, c'est quand même. ONE Tour, cette année, c'est mon combat. C'est ton combat. Non, ONE Tour, cette année, c'est mon combat. J'aime. Et donc, la preuve, on commence notre première activité là, demain d'ailleurs. Très bien, sérieux. Première activité de l'année, Abidjan en marche. Ok, très bien. Et ça, c'est un projet qui me vraiment tient à cœur parce qu'il y a 6 ans de cela, comme je te disais dans le bureau, que moi, je laisse le temps. Autant aux choses de venir. Ouais, tu vois, il y a 6 ans de cela, j'étais allé à Barcelone pour les vacances avec un ami. Et dans l'hostel dans lequel j'étais, il y avait des guides qui venaient nous récupérer les matins, nous offraient gratuitement des tours de la ville de Barcelone. Et moi, c'est là, depuis ce jour, pour moi, Barcelone, c'est ma plus belle ville.
en Europe. Quand je dois aller pour la fête, pour la culture et tout, je trouve que Barcelone a une... C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Sagrada Familia. Tu vois, la place à Catalogne. C'est quelque chose. Tu vois, et tu vois, et le guide, je me rappelle, on a fait le tour de la ville, il nous a expliqué. C'est tout ça en marchant. Tout ça en marchant. C'était à la fois, on va nous expliquer des faits qui ont eu un impact sur la séparation des Catalans contre les Castillans, qui ont un impact politique aujourd'hui sur le premier ministre. C'est une marche à la fois de découverte, de culture, et donc tu comprends en fait la beauté de la ville. Et c'est gratuit, et à la fin, tu décides de donner ce que tu veux ou pas. Intéressant. Au truc. Et j'ai trouvé ça c'est vraiment, c'est comme ça qu'on vend une destination. Tu vends la culture, tu vends l'histoire de la culture. Et depuis 2000, il y a 6 ans, 2019, je me suis dit que j'allais faire ça en Côte d'Ivoire. Okay. Il fallait que je fasse quelque chose comme ça. D'accord. Et cette année, je me suis lancé. Donc, Abidjan en marche. Et à la base, c'était chaque mois découvrir une commune. Donc, une marche découverte de communes avec tout l'aspect culturel, avec un guide touristique. Et bon, finalement, on a fait chaque 2 mois. Parce que, c'est des raisons. Parce que la réalité, j'ai eu qu'un seul sponsor. Hein. Et donc, tout est préfinancé par moi-même. Donc, sérieux? C'est vraiment gratuit. Et donc, ah oui, vu que tu veux le faire gratuitement, c'est vrai que c'est... c'est gratuit. Tu vois? Mais tu vois... mais c'est pas grave. Moi, je me dis, quand tu es passionné de tu veux faire ces choses-là. Je fais ça. Tu vois, je veux apporter en fait cette culture, cette connaissance, ces informations aux gens, aux populations. Et c'est chaque 2 mois. Donc, demain, c'est au plateau. Ok. Avec. Il y a des belles choses dans la commune là. Oui, tu vois, on va commencer par le plateau. Ça va tellement étonner les gens à la fin de la construction d'Abidjan. Parce que Abidjan, encore Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, c'était un visionnaire. Pour moi, je trouve qu'il était un génie. Ah ben ça c'est... Il avait de l'avance sur son temps. Parce que comment il a pensé Abidjan, c'est beau. C'est beau. Et c'est beau. Et ça reste stable. Il y a une pensée derrière. Ouais, tu sens qu'il y a une moi, comme Cocody. C'est l'une des... Pour moi, Cocody, qui est censé être le quartier de l'élite ivoirienne, puisque c'est comme ça, en fait. Cocody, c'est le quartier de l'élite ivoirienne, a été construite pour moi de façon très stratégique pour un dirigeant. Tu vois, tu as l'université. En face de l'université, tu as quoi? En face de l'université, normalement, tu as l'hôtel. Non, le plateau. Non, l'université Cocody. Ouais, quand tu es devant l'université. Tu as la gendarmerie. Mais c'est l'école de police. Non, l'école de police. L'école de police, oui, c'est qui est voilà. Entre les deux. Entre les deux. Tu avances sur la gendarmerie, là, et quand tu as l'INSAC. Oui, bien sûr, devant. À côté. Donc, l'INSAC est juste, si tu veux, en face, on va dire, de la gendarmerie. Et si tu vois que l'université, c'est les étudiants, c'est les rebelles. C'est les rebelles. C'est eux qui font la révolution. C'est eux qui ont tendance à truc. Et donc, construire une université et en face, mettre une école de police. C'est beau. C'est stratégique. On badine pas avec l'école, on badine pas avec les rebelles. Et ça reste des jeunes. Tu vois, ça reste des jeunes. Donc, dans la police, c'est maté toute une discipline. Et tu avances. Et même le choix du corps qui est en face de chaque école est adapté à l'école. C'est-à-dire, de l'autre côté, tu as des arts. C'est les artistes. C'est des gens qui parlent, c'est des gens qui écrivent, qui peuvent créer des révoltes populaires. Donc, en face, de l'autre côté, tu as quoi? Tu as la gendarmerie. Oui, la gendarmerie. Donc, il faut battre tout le monde. Y a pas de... On ne va pas vous laisser. Tu vois, en fait, ça a été conçu, Abidjan a été conçu de façon stratégique. Et tu vois, ces histoires comme ça, les gens ne savent pas. Oui. Pourquoi il a placé ça là? Pourquoi il a mis les lettres modernes là? L'université, tout est pensé. C'est que c'est intentionnel, vraiment. Tout est intentionnel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le plateau n'a pas été fait de façon hasardieuse. Aléatoire. Du tout. Pourquoi les ponts se situent là? Et tout ça, en fait, on va l'apprendre demain. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de l'apprendre sur le terrain. Et je trouve que c'est dommage. Quand je voyage, je me dis, oh, vous, Abidjan, c'est très occidental, c'est très la fête. Et résumer la Côte d'Ivoire, la fête, pour moi, ça m'énerve. Bien que j'adore la fête. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, je trouve que c'est dommage. Parce que tu ne vas pas résumer Accra à Accra by Night. Tu vas résumer Accra à Kwame Nkrumah, à des monuments, à de l'histoire africaine, à la culture. Et pourquoi pas Abidjan? Abidjan a de la culture, a de l'histoire coloniale. C'est un très gros point que moi, on m'a toujours reproché à Abidjan en disant que ce n'est pas assez culturel comparé aux autres. Alors qu'il y en a. Mais c'est vrai qu'on ne le met pas forcément, je trouve, facilement. C'est pas facilement accessible. Oui. C'est ça, c'est pas que c'est pas là, c'est que c'est pas facilement accessible. C'est pas facilement accessible parce que ça se trouve pas dans les livres d'histoire, ça se trouve pas... Et c'est pas la chose qu'on met en avant, mais beaucoup l'affaire, le business d'abord en avant. Mais c'est ce qui rapporte de l'argent. C'est ça. Mais c'est intéressant du coup, parce que la question que je pose en général normalement après ça, c'est si je te donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Si tu me donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour ton agence aujourd'hui?
Déjà, j'achèterais des bus de cabine de visite touristique. Tu vois, quand tu vas à Londres, là, tu vois les bus, où tu peux être en haut, là. En haut, là. Voilà, où tu vois le haut, là, ouais. Voilà. Tu veux faire ça? En fait, ça, c'est un projet. Tu vois, après Abidjan en marche. Ouais, tu vois ça. L'idée, ça, je l'ai eu en 2020. Ouais. 1 an plus tard. D'accord. Fais ça. Mais les embouteillages d'Abidjan me découragent parfois. mais peut-être je pourrais avoir une petite version. Mais parce que dans les bus, souvent, même quand il y a des embouteillages, parce qu'à Londres, il y a beaucoup d'embouteillages aussi. Il y a beaucoup d'embouteillages, c'est qu'en fait, pendant le truc, ils boivent, ils font des trucs. Tu vois, il y a toute une vie découvrir. Ouais. Et franchement, moi, j'ai envie de lancer ces premiers, que ce soit des bacas touristiques, tu vois, mais un concept en voiture ou bien en transport qui puisse permettre de visiter nos villes. Ouais. Parce que pas tout le monde qui va marcher. Il faut adapter à tout le monde, tu vois. Et ce serait ça. Ça, c'est un projet que j'ai envie de lancer. Et j'ai encore. Hein. J'ai envie de lancer des. Vas-y. T'as envie de lancer quoi? Dis-moi. Une agence de formation des guides de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y en a. L'Office du tourisme n'a pas quelque chose de spécifique là. Il y a une fédération. Là, aujourd'hui, j'étais la journée internationale des guides. Ah oui, tu vois, c'est la journée nationale des guides. La journée des guides. Donc, j'étais panéliste d'ailleurs aujourd'hui à Côte d'Ivoire Tourisme. Et donc, il y a une fédération qui a été créée pour vraiment rassembler tous les guides, les former, leur donner les outils. Voilà. Et je trouve que ça, c'est important parce que c'est le premier visage du pays. Quand les touristes arrivent, c'est les guides touristiques qui racontent l'histoire. Donc, il faut les outiller à la fois pour le digital, mais aussi dans l'art oratoire, suivant de trucs. Je pense que ça, il y aura vraiment un impact. Et je pense que quand tu vas en Europe, tout le monde est guide. Beaucoup de personnes sont guides. Ils arrivent à te promener dans la ville. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je pense que ça peut être un deuxième boulot. Ça peut être quelque chose, un side job qui permettrait à des étudiants d'être guides les week-ends. C'est vrai que ça, c'est vrai que c'est pas assez. Voilà, il faut, je pense qu'il y a ça. Et mettre en place une plateforme pour pouvoir distribuer le beurre de karité au Korogo. Je pense que ça, c'est un gros business. C'est un gros business. Qu'on est en train de, parce que le beurre de karité représente énormément. C'est un composant énorme. C'est un composant énorme. Et quand tu rentres là-dedans, je pense que c'est pareil pour le moringa. Il y a 15 000 autres choses qu'on a tout autour, mais... Mais c'est dommage que l'industrialisation, la transformation, la distribution d'un label local ivoirien n'ait pas encore été fait. Non, c'est dur. Franchement, pour en connaître beaucoup de gens qui essayent, par exemple, il y a Kaira Cosmétiques qui fait des très très grosses choses ici en beurre de karité. Mais en fait, c'est tellement... Ça demande à la fois des choses individuelles, des choses structurelles. Il y a beaucoup de choses c'est long à mettre en place. Je pense que quand on voit qu'il n'y a pas si longtemps seulement qu'il y a eu un label pour la tchéké, que même les Français, leur label champagne, là, ils l'ont eu il y a quelques décennies. C'est pas si vieux. Et pourtant, les gars se sont tapés. Hein. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel je sens qu'il y a du boulot. Mais ça va passer par, il faut qu'on ait plus d'individus comme toi. Donc vraiment, nous, on fait un appel à tous ceux qui sont intéressés pour parler de ces sujets-là ou qui ont besoin d'aide. Sur tout ce qui va être autant des hôteliers que des guides. Parce que c'est pareil, un exemple, des gros clients qu'on a en termes de guides, en fait, c'est pas en Côte d'Ivoire, nous, c'est au Kenya, où des guides nous utilisent pour capter des paiements par carte ou par PayPal et retirer l'argent sur M-Pesa. Mais ici, j'ai jamais vu encore un guide ou même un tour opérateur venir nous voir en disant « Ah, j'aimerais bien ». Donc nous, on a commencé à aller la voir en disant « Mais comment vous captez les réservations de voitures, les réservations de… » Ils disent « Ah, aujourd'hui, on ne fait pas de réservation ». Je leur dis, mais les gars, quand même, dans votre business, c'est quand même important. C'est important. Mais ce n'est pas encore dans leur priorité. J'ai l'impression que c'est encore très, comme tu dis, les gens vont venir, donc je vais gérer. Je vais gérer. Donc, alors qu'on peut tellement faciliter les choses. Voilà. Faciliter les choses. Tu vois, il y a un gros défi dans le tourisme. C'est que, par exemple, les guides, même tous les acteurs, quelqu'un peut réserver. Et comme tu n'as pas un système qui te fait prendre des prêts auto. Exactement. Même si tu te fais un no-show, tu ne peux pas facturer parce qu'il n'a pas payé avant. Ça, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup ça. Vous souffrez beaucoup de no-show. Parce que le gars n'a pas payé avant. Si tu ne peux pas le faire aussi payer forcément parce qu'il n'a pas envie, il n'est pas là. Ouais. Donc il y a ça. Et ça, pour lutter contre le no-show, c'est pour ça que nous, on a créé des choses comme Ancapé. Parce que là, tu envoies un lien, il peut payer par carte bleue, il peut payer par PayPal, ce qu'il veut. Il paye. Et c'est terminé. Et toi, tu as ton argent sur Orange Money, sur Wave, sur ce que tu veux. Tu vois, vraiment, c'est une belle solution. Ouais, et c'est dommage que, En tout cas, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que ça me rappelle à quel point il y a aussi des besoins. Parce que des fois, moi, je l'oublie. Il y a des besoins, il y a énormément de besoins. Et le fait que tu puisses le faire avec WhatsApp, qui est l'outil, tout le monde sait utiliser. C'est là où ça se passe. Je trouve que ça réduit la charge de travail. C'est pas forcément un site web, c'est ça que je veux vraiment faire comprendre. Genre. C'est ça notre mission. Donc, tu as accès à un catalogue, et tu as le lien, tu crées. Tu crées ton lien, tu peux dire, ok, pour l'expédition à Abidjan en marche. Ça va changer la vie. Mais c'est ce que nous, on essaie de pousser. Donc vraiment, on essaie de pousser encore plus de gens à le faire. J'avoue que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et qu'on a forcément les sujets opérationnels derrière qui font qu'on n'a pas autant de temps qu'on voudrait. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'étais très 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 content que tu prennes le temps de venir là, parce que tu fais partie de ceux qui sont dans le terrain,
mais qui prend quand même le temps d'essayer de parler de la stratégie des problématiques globales. Donc, j'espère que ça va intéresser tous ces gens-là qui se rendent compte que j'espère. Il y a des choses à faire. Il y a des gens qui sont là pour les aider, toi comme énormément. nous. Et que ça va créer beaucoup plus d'émulation et que j'aimerais plus nous voir. Et je ne suis pas qu'influenceur. On a entendu ça qu'on dit. Je pense que quelqu'un ne peut pas dire ça. Et dans tous les cas, on choisira les shorts. Ce short-là sera dans les shorts qu'on va mettre sur les réseaux pour pousser aux gens. Pour dire, ils n'ont qu'à arrêter de te faire chier. Oui, franchement. Et je pense que c'est juste. Mais c'est parce que est-ce que vous me voyez faire mettez les cœurs. Non, mais on connaît ceux qui font les buzz. On connaît ceux qui font les buzz. Ça, c'est vrai. Même moi, je commande des fois des abonnements sur Insta. Je fais pitié. Voilà. Alors que toi, c'est pas vrai, tu n'as jamais vu faire ça. Tu t'en fous? J'ai jamais fait de live même. J'avoue. Parce qu'en réalité, je trouve que. Il a dit, j'ai jamais fait de live. Ça, c'est le symbole ultime de l'influenceur. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. On attaque mon live, on m'attaque mon live. Mais peut-être ce dans quoi je suis n'a pas besoin de ça. Non, tu pourrais. Hein. Mais je pourrais. Mais si ce n'était que ton sujet, je pense que tu le ferais. Mais c'est juste que toi, tu as des préoccupations plus grandes et plus concrètes. Donc, c'est sûr que le nombre de likes que tu as n'est pas le truc qui te. Non. Qui franchement, c'est vrai que le nombre de likes me donne beaucoup plus de visibilité. Et de renommée à la fois en Afrique et à l'international. On ne va pas cracher là-dessus. C'est intéressant d'avoir 200 000 abonnés et beaucoup plus. Tu vois, ça te rend encore plus crédible. Mais derrière, ce n'est pas ça qui fait manger si tu n'as pas un produit derrière. Parce que ce n'est pas monétisé ici. C'est clair. Et c'est ça le point. Ça ne fait pas manger. Ça ne fait pas manger. À la fin du mois, ce n'est pas la visibilité pour payer mon loyer. C'est clair. La popularité ne paye pas les factures. La dernière fois, j'ai tu sais qui vient encaisser les loyers là. Et donc, ils ont changé la personne. Elle arrive chez moi, je lui donne. J'avais déjà payé par Orange Money, et donc elle voulait me donner pas de publicité pour la quittance. La quittance et tout. Et donc elle dit, c'est vous, monsieur. Je vous suis sur TikTok. Mais elle dit, mais faut pas me faire payer moi. Voilà. Redonne mon argent. Tu me quoi? Tu es un abonné. Tu vois? Et donc derrière, la visibilité là, ça. À la fin de la journée, ça suffit pas. Est-ce que tu te dis là, beaucoup d'entrepreneurs mettent longtemps avant de le comprendre? Ils passent trop de temps au début. Mais je pense que j'avais pas bien compris au début. Mais toi non plus. Au début, j'avais pas bien compris. Mais c'est moi, c'est Maureen. C'est Maureen. Ah, c'est Haïté. Non, Maureen. Elle est passée la mère. C'est la dit, la mère. C'est ça qui m'a. En fait, elle me parlait. Elle me dit, Franck, elle me parlait. Elle me parle beaucoup, tu vois. Et j'ai compris. Depuis que j'ai appliqué la méthode Maureen. La méthode Maureen. On va Maureen. Non, il faudrait qu'on fasse un jour un podcast sur les influenceurs africains. Comment se vendre en tant qu'influenceur africain. Moi, je vous reçois. On appelle Maureen, on fait le vice. Et donc, tu vois, parce que moi, Maureen, en tant que créateur de contenu, en tant qu'influenceur, et même en tant que personne, j'ai beaucoup appris d'elle. Sur la ponctualité, comme je le disais. Tout à l'heure, il était à l'heure, Prince. Je peux témoigner. Non, je te dis. Grave à l'heure. Et tu vois, mais une autre chose, c'est la valeur. Faut te connaître. Faut connaître ta valeur, ce que tu vaux. Donc, en fonction de ce que tu veux, puisque ce n'est pas monétisé, ta compte n'est pas monétisé. Ta valeur, là. Ce n'est pas les vues. Ce n'est pas les vues. Il faut savoir monétiser. Il faut créer tout un personnage. Il faut faire un personal branding. Et qui paye avec. Et qui paye. Il ne faut pas être présent partout. Il faut être dans ton coin. Faut être concret. Faut être concret. Et tu vois, ça, Mais c'est intéressant. On va organiser ça vraiment, je pense, avec Maureen. On pourra la même faire venir dans le canapé. Là. On va refaire ça prochainement. Bon, je ne sais pas si elle a le temps ces temps-ci. Je vais demander. Je vais avoir on va lui demander. C'est intéressant parce que je trouve que c'est justement des sujets qui, nous, entrepreneurs, de façon générale, l'une des premières, la plus grosse plainte que les gens ont chez Anka, chez les primo-entrepreneurs, c'est ça. Ils disent, vous ne me mettez pas assez en avant. Mais je leur dis, mais en fait, vous voulez que je fasse comment? Ils me disent, mais postez-moi. Je dis, bon, t'as posté, ça a sous-performé. Ils disent, mais c'est parce qu'on ne m'a pas assez posté. Je dis, mais on ne va pas te poster alors que ça ne se performe pas. Ça te fait pas. C'est que le contenu n'est pas bon. La question que nous, on peut t'aider à résoudre, c'est qu'est-ce qui fait que ton contenu n'est pas bon? Parce qu'on a des benchmarks, on peut te dire, voilà ce qui marche. On a une audience suffisante pour te dire, voilà ce qu'on a vu qui performe. Voilà à quoi ressemble un post moyen. Voilà à quoi ressemble un post excellent. Voici à quoi ressemble un mauvais post. Tu n'es pas encore là-bas. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quand tu leur dis ça, ils ont du mal à accepter que pour eux, c'est nous qui nous justifions. Alors que moi, je leur rappelle souvent, mais si ils font de l'argent, moi, je gagne de l'argent. Donc, je n'ai aucun intérêt à ne pas les mettre en avant. Franchement. Personne ne peut jamais dire qu'il est venu, il s'est abonné chez Anka, on ne l'a pas mis en avant. C'est pas vrai. Parce que c'est dans notre intérêt. La seule raison pour laquelle on peut parfois pas mettre quelqu'un en avant, parce que le contenu, on pense, n'est pas bon. Et on a beaucoup de gens, donc on privilégie ceux dont on pense que c'est bon. Parce qu'on voit les trucs. Et ceux qui ont des contenus pas bons, ils ont toujours la possibilité de nous contacter pour nous dire pourquoi vous ne postez pas. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on leur dit « Ah, il y a ça qui ne va pas. Mais si tu ne nous crois pas, on va poster. » Parce que nous, ça ne nous coûte rien de poster. Ça me coûte 0 €. De mettre quelqu'un sur notre page à 500 000 abonnés, ça me coûte 0 €. Par contre, le problème, c'est que quand je le fais et qu'après, je leur viens leur dire « Il manque ça, je sens que ça leur coûte énormément à eux de changer. Ah, c'est dommage. Et c'est ça qui est le plus dur dans cette discussion. Donc, je pense que oui, là, c'est un autre podcast. On commence à s'oublier. En tout cas, tourisme.
Voyage. Merci beaucoup, Prince, de nous avoir montré l'envers du décor. On voit que c'est pas aussi simple que ce que les gens imaginent. Et c'est pas dormir à la plage, aller à un brunch et puis revenir, quoi. Non, voilà, les gens voient ça de toi et ils pensent que tu dors à Akula et tu bois du champagne et puis voilà. Mais je fais ça aussi. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et en fait, encore, ça reste personnel. C'est l'un des challenges que j'ai eu jusqu'à il y a peut-être 2 ans, un an de cela, auquel je faisais face. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'une personne peut avoir plusieurs facettes. Oui. On n'est pas lisse. Ouais. On a plusieurs personnalités en nous, quoi. On peut être le fêtard du vendredi, le philosophe du lundi, le retardataire du mardi. Vraiment, on est libre d'être plusieurs personnes à la fois. Ouais, mais c'est ça l'authenticité. Il faut l'accepter comme ça, en fait. Ouais, il faut être... c'est dans la complexité, la profondeur que tu vois l'authenticité. C'est pas dans la facilité avec laquelle les gens te comprennent. Si tu es une case, oui, il n'y a pas grand-chose dans les cases d'intéressant. Donc... Non, mais écoute, en tout cas, vraiment, on aurait pu causer vraiment longtemps. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés ou regardés. Et écoutez, vous savez où trouver le Prince sur Insta, TikTok et partout ailleurs. Et on espère que vous pouvez partager ça à tous ceux que vous connaissez dans le monde du tourisme, dans le monde du voyage, que ce soit des Airbnb, des hôtels et autres. Et que normalement, il y a des choses qui devraient les intéresser dedans. On espère qu'on pourra les aider tous. Et franchement, je pense qu'on a dit énormément de choses intéressantes. Beaucoup de stratégies gratuites, consulting aujourd'hui. On a fait beaucoup de consulting. Ah ouais, c'est gratuit, tu trouves? C'était gratuit. Voilà, merci. Merci à Prince. Voilà, maintenant, si vous voulez aller le payer pour les vrais trucs, voilà. Vous savez où le trouver. Donc, vous savez. Amen. Voilà, avec le budget. À très vite.